Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Chasse Patate. Voilà, la démocratie a parlé. C'est donc ce nouveau nom que nous allons aborder maintenant. Donc un nouvel épisode qui est le premier d'une série en vue du prochain Tour de France, le rendez-vous cycliste de l'année. Voilà, on va faire un épisode sur le parcours aujourd'hui, mais à suivre, il y aura des focus sur les sprinters, sur les favoris, et également un épisode un petit peu fourre-tout sur tous les coureurs qu'on n'a pas pu citer que lorsqu'on abordera les favoris et les sprinters. Donc voilà, premier épisode d'une série normalement de 3 ou de 4 si on fait les favoris en deux parties, ce qui semble être le cas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, deux collègues. Cyril tout d'abord, que vous connaissez déjà. Bonjour, bonsoir. Voilà, bonjour, bonsoir, au moins tu fais la totale. Et surtout, pour la première fois, enfin, il est là, un des instigateurs de ce podcast et qui pour l'instant est resté silencieux, mais qui a finalement daigné sortir de l'ombre et qui va enfin pouvoir partager toutes ses connaissances avec vous. Monsieur Jean-Baptiste alias Check Power, bonsoir. Et oui, ça y est, j'arrive pile pour le changement de nom. En plus, Chasse Patate, vraiment, c'est certainement le nom le moins glamour qu'on peut faire pour une émission. Je sais pas, on dirait un truc de chasseur, genre les chasseurs inconnus où on va chasser la patate et tout. Donc c'est peut-être le pire nom qu'on pourrait jamais avoir. Hein. Ça, on va pas pouvoir s'en servir pour le mettre sur nos CV après. Hein. Mais même si le nom est pourri, c'est ce qui nous démarque de tous les autres, c'est qu'on a un nom pour Ave. Voilà, ça fait voilà. Ah bah ouais, super. Je préférerais voir un nom classe qu'un nom pourrave. Hein. En même temps, quand on regarde les autres propositions, est-ce qu'il y avait beaucoup de noms classe comme choix? Le bon de sortie, c'était excellent. Je suis désolé. Moi, je préférais les bons de sortie, mais bon. Mais c'est trop tard, c'est fini. Il faut faire le deuil, les amis, il faut faire le deuil. Maintenant, nous appelons Chasse Patate. Voilà. C'est tout. Mais c'est nul, c'est de la merde. La démocratie a parlé. Il faut... je préfère démocratie à l'africaine. Hein. Ah là 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 là, c'est un débat sans nom. Je pense que à chaque début de podcast, vous allez avoir des complaintes sur ce nom, mais c'est comme ça. Nous appelons Chasse Patate. D'ailleurs, désormais, lorsque vous allez sur iTunes pour chercher le podcast, il faudra taper Chasse Patate dans le moteur de recherche. Voilà. Donc, ce qui me permet. De toute façon, il y aura qu'un résultat quand vous taperez ça. Hein. Exactement. Il y a un truc qui s'appelle comme ça. Hein. C'est ça. Ça me permet donc quelle transition de ouf de vous parler donc de iTunes si vous voulez nous suivre, également de YouTube, une chaîne YouTube, la chaîne PCM France. Voilà, donc elle s'appelle pas Chasse Patate, elle s'appelle PCM France. Mais les épisodes sont également disponibles sur YouTube. Bon, vous aurez que le son, pas d'image, mais si vous préférez nous écouter sur YouTube que sur iTunes, c'est votre choix. Vous avez donc l'embarras du choix. Voilà, ça fait 2 fois choix en 10 secondes. C'est d'une beauté magnifique dans la... Bref. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, le parcours du Tour de France. Tous les trois, on va essayer de décortiquer ce tracé qui a été concocté par les organisateurs. On peut plus dire Jean-François Pêcheux, Jean-François Pêcheux, c'est plus lui maintenant. Il a changé le mec qui fait les parcours, il me semble. Je vais te dire, ça m'intéresse tellement que... Oui, ça a changé. Je crois qu'en fait son dernier tour... Ça a changé, je crois, mais bon. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, Jean-François Pêcheux, son dernier tracé. Donc du coup, ça a changé désormais. Donc le Tour de France du 4 juillet au 26 juillet pour un total de 3344 km pour être précis. Un départ d'Utrecht aux Pays-Bas et 2 journées de repos. Utrecht. Comment vous dites? Utrecht. Utrecht. Ok, très bien. Ouais, vu que tu vas à Amsterdam pendant l'été, je te fais confiance sur la prononciation à la hollandaise. Utrecht, donc. Quelle belle langue le néerlandais. Ah oui, d'une beauté magnifique. Et concurrencé un peu par l'allemand, mais c'est les 2 plus belles langues du monde. Enfin bref, donc 2 jours de repos, le 13 juillet et le 21 juillet, et ces 2 jours de repos sont situés juste à la veille d'un massif, le 13 juillet à la veille des Pyrénées et le 21 à la veille des Alpes, donc un placement assez particulier, on y reviendra peut-être. Et alors comment on va faire pour ce podcast? On va tout simplement faire étape par étape, donc chaque étape va être commentée par un de mes collègues, un de mes magnifiques chroniqueur, et derrière on va faire un petit résumé et on va terminer le podcast avec quelques petits débats entre guillemets sur les décisions qui ont été faites sur ce parcours de la part des organisateurs. Donc par exemple, je peux vous teaser en vous disant qu'on va sans doute parler, même on va sûrement parler du kilométrage contre la montre qui est assez réduit cette année, c'est un euphémisme, également de nombreuses arrivées pour puncher, des nombreuses arrivées au sommet et également des sprinters qui sont un peu violentés cette année. Il n'y a pas beaucoup d'étapes pour eux. On y reviendra donc. Et on peut donc toujours tout de suite commencer avec la première étape entre Utrecht et Utrecht. Bah oui, voilà, c'est pas un prologue,
parce qu'il fait 13 km 8 ce contre-la-montre, donc il fait pas moins de 10 km, donc c'est un vrai contre-la-montre, dans la ville de Utrecht, tout plat, qui semble destiné aux spécialistes. JB, je te laisse te lancer sur cette étape, qu'est-ce que tu vois comme scénario? Ben, c'est un contre-la-montre, il n'y a pas 36 000 scénarios possibles, hein. On va certainement avoir un spécialiste qui va s'imposer, comme par exemple Dumoulin, Martin ou Cancellara. Donc il y a de fortes chances que ça soit un de ces trois qui gagne aujourd'hui. Il y a pas de difficulté, hein, c'est tout plat avec un chrono intermédiaire à 7 km après 7 km. Et voilà, il y aura les grimpeurs vont peut-être perdre du temps là-dessus. Ça va être de l'ordre certainement d'une vingtaine de secondes pour les moins bons d'entre eux. Donc ça va surtout c'est surtout un contre-la-montre inaugural qui va plutôt servir à la parade qu'à vraiment être utile à la course, sauf si bien sûr il y a des chutes ou des crevaisons qui peuvent faire perdre du temps. Ouais, tout à fait. Et je tiens à te dire quand même qu'il y a 2 mètres de dénivelé positif. Attention, attention. Le chrono intermédiaire il est à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, hein. Attention, ça rigole pas, hein. Ah bah c'est les Pays-Bas, ils portent bien leur nom. Hein. Ah, Cyril, ton avis? C'est peut-être que, à mon avis, ça va pas trop différer de JB, mais je sais que il est capable de dire t'as un petit prono personnel sur cette étape d'ouverture. Tu peux nous le dire, Ah oui, Cyril? Mon pronom, c'est les Tom Dumoulin. Oui, j'allais dire Samuel, mais non, c'est Tom. Ah oui, c'est pas le même Et, Samuel. non, pas la même qualité, hein. ouais, parce que déjà c'est chez lui, en plus il est en forme, et puis le parcours en lui-même, il est quand même tortueux. Oui, c'est bien, c'est le mot. Voilà, il y a c'est tout plat, mais il y a quand même pas mal de petites courbes et virages de relance, et on a vu qu'il se démerdait pas mal pour ça. Et ouais, s'il pleut, Comme à par peu contre, près tous les rouleurs, hein. non, mais t'en as qui préfèrent quand c'est tout droit et qu'il faut envoyer du gros baraquet tout le long comme Tony Martin. Mais... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et Martin, il aime bien quand c'est rectiligne tout droit et qu'il y a pas beaucoup de... Après, Martin sera quand même dans les 3 premiers, à mon avis. Ah oui, bah oui, très bien. Ouais. Et après, Vieux aussi, c'est quand même le seul contre-la-montre, donc il faudra qu'ils se montrent tous. Et ouais. Et s'il pleut, par contre, ces petits tortuosités pourraient piéger certains coureurs. Tortuosité, tu réinventes la langue française tous les jours, hein. Il est palois, il a le droit, il est palois. Ouais. Je sens au moins 2 chutes dans ce contre-la-montre. Et peut-être un abandon déjà. Ouh. Eh ben. Alors là, ça doit être vachement Poissard, hein, qui abandonne genre sur le premier contre-la-montre le premier jour. Tu veux qu'on fasse la liste des poissards dans le cyclisme parce qu'il y en a il y a un sacré état quand même. Hein. Ah mais ils vont pas tous participer au tour quand même. Ouais, mais on en retrouve quelques-uns au départ quand même. Hein. Un certain, pas Frank Schleck parce on a appris il y a quelques minutes qu'une blessure au genou l'empêchait de participer. Donc voilà. On peut tout de suite enchaîner avec la seconde étape, qui à mon avis va elle non plus pas faire trop de débat étant donné son profil. C'est Utrecht-Zélande. Voilà, 166 km. Cyril, à ton avis? Alors, Utrecht-Zélande, c'est l'étape pour les bordures en fait. Ils ont créé ça. Enfin, ils auraient dû écrire sur l'étape à bordure parce c'est vraiment le final. Là, on voit qu'ils passent sur des ponts en plein milieu de la mer. Il y aura aucune protection et même le Zélande, l'arrivée, c'est sur une presqu'île au milieu de rien. Et voilà, ils ont fait ça. J'espère pour eux qu'il y aura du vent, sinon ça aura pas servi à grand chose. Mais voilà, ça sera le jour des bordures, le jour des quick steps. Ouais. Attention à Thibaut Pinot. Et pas que lui d'ailleurs, mais on pense automatiquement à lui quand on parle de bordure. JB, tu vois quelque chose d'autre sur ce parcours? Après les vainqueurs potentiels peut-être. Bah comme a dit Cyril, tout va dépendre du temps, hein. S'il y a du vent, ça pourrait être une belle étape, ou sinon ça va être une étape chiante qu'on va tous prendre à 10 km de l'arrivée pour voir le sprint. Ou sinon vainqueur, bah s'il y a des bordures, quelqu'un comme Christophe, voire même Degenkolb peut tirer son épingle du jeu car c'est quelqu'un qui a quand même assez de caisse, je cherche le mot, assez de caisse et qui du coup peut très bien rouler fort quand ce sont des gros rouleurs qui emmènent pour essayer de faire des coups de bordure. Mais sinon, si ça reste s'il n'y a pas de vent et que ça reste une étape plate, monotone, sans pas trop de mouvement, du coup ça va être un sprint plus traditionnel où là il y aura des gars comme Cavendish, peut-être comme toujours Christophe Degenkolb, Sagan, peut-être Desmarques qui pourront essayer de gagner. Donc allez, je mise
sur Cavendish. Ah ouais, bah c'est une étape pour sprinter, hein, sur le papier, c'est clair et net. Ah bah oui. Sauf si le vent se met un peu la merde, mais globalement, même s'il y a du vent, ce seront des sprinters, quoi qu'il arrive, qui seront au bout, hein. C'est tout plat. Ouais, c'est vraiment, ça en fait déjà une pour les sprinters, on en reviendra à la fin parce qu'ils en ont fait, ils ont pas beaucoup d'occasions de briller sur ce tour. Et d'ailleurs, dès la troisième étape, bah c'est plus pour eux. On passe donc à Anvers 8, 160 km, enfin 159,5 si on veut être précis. Et donc une arrivée qui se fait au sommet du mur de Huy. Donc une étape pour puncher parce que c'est vraiment c'est un théâtre qu'on voit au mois de mars tous les ans pour les Ardennaises. Donc j'y vais. À ton avis, les punchers sur cette arrivée, c'est pour eux? Oui, largement, hein, à mon avis, ça va serrer la course assez vite et la pauvre échappée n'ira pas au bout et je pense même que le maillot va changer d'épaule lors de cette étape. À mon avis, un coureur comme Tom Dumoulin, qui sera pas trop loin, qui sera même certainement sur le podium du contre-la-montre, peut ici pas trop perdre de temps et prendre le maillot. S'il ne l'a pas déjà. S'il ne l'a pas déjà, effectivement. Ah ouais, moi je vois des écarts se faire quand même sur ce mur de Huy, entre justement un mec comme Dumoulin, enfin en tout cas entre le maillot jaune et les vainqueurs, ce qui peut alors qui peuvent potentiellement être des coureurs comme Rodriguez, ou comme pas Tony Martin, Dan Martin, l'autre Martin pardon. Oui, Valverde aussi également. Donc vraiment Galopin. Oui, ouais, oui, je sais pas, Galopin c'est peut-être un peu raide pour lui, je sais pas. Ouais, faut voir. Et mais ouais, je vois bien les punchers vraiment se démarquer dans cette arrivée. Et d'ailleurs, pourquoi pas certains favoris déjà perdent du temps, des favoris qui n'aiment pas trop les vallons, c'est-à-dire qui sont pas des bons punchers. Je pense à Pinot, je pense à Froome, je pense à Van Garderen, des mecs qui sont plus adeptes des efforts longs, des longs cols et qui ne brillent pas vraiment lorsque c'est aussi intense et court que qu'on va l'avoir sur ce mur de 8 quoi. Bon, à mon avis, les écarts vont pas être énormes, hein. Peut-être que Froome ou Pinot, ils vont perdre, allez, une dizaine de secondes, grand max. À mon avis, ça va pas visser avant le mur du, hein. Tout se jouera dans la dernière montée. Mais c'est dans la tête que les dégâts vont se faire, pas sur le chrono. Oh, c'est beau ce que je dis. Dans la tête, Froome, il te met 3 minutes à un gars comme Dumoulin. Dans la tête, on va voir la différence où elle est, hein. Ça n'a aucun quoi? Non, ça n'a aucun sens ce que j'ai dit. J'ai oublié le mot en montagne, en fait. Ah voilà, ah oui forcément, si tu oublies Voilà. des mots dans tes phrases. Oui, non mais Dumoulin, il s'en fout. Dumoulin, c'est pas. Voilà, certes. Non mais je te parle de Froome par rapport à des gens comme Rodriguez ou des même comme quelqu'un comme Contador qui a montré d'ailleurs sur la Flèche Wallonne, il a terminé troisième une année, que il peut vraiment briller sur ce genre de profil. Et un mec comme Contador qui est un des gros favoris du Tour, s'il arrive à foutre 15 secondes ou 10 secondes dans la vue de Froome, dans la tête ça fera quand même mal à Froome et du bien à Contador. Ouais, enfin, reste à voir la forme de Contador. Oui, après c'est tout bien entendu. Il faut toujours voir la forme des gens, mais c'est un scénario possible tout de même. Cyril, des choses à rajouter sur cette troisième étape? Moi, je pense que le mur de Huy, ça pique, mais ça ne brûle pas. Ouais, il y aura pas beaucoup d'écart, parce que même sur la flèche wallonne, en général, il y a peu d'écart. Ça se joue, c'est tellement dur qu'il n'y a pas vraiment d'attaque, ça monte au train, et au final, surtout ils ont mis exactement le même final que cette année, donc ils ont rajouté une petite cote avant mur de Huy. Et cette année, la flèche wallonne, c'était chiant, en fait. Ça s'est joué Valverde Comme tous les ans. Hein. qui fait la- Oui. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, donc au final, il y aura pas grand chose, il y aura des petits écarts, et un Valverde qui va gagner l'étape, mais on pourra pas tirer grand enseignement de cette étape. Ok. Par contre, une étape qui sera pas chiante sans doute, c'est la quatrième, entre Serein et Cambrai, 223 km, avec les pavés de Paris-Roubaix qui seront au rendez-vous. 7 secteurs pavés, bon, 6 dans les 45 derniers kilomètres, le premier est très très loin de la ligne, donc il n'aura pas vraiment d'incidence sur la course, ce sera une petite apéritif, quoi, une mise en bouche, mais les 6 derniers sont dans les 45 derniers kilomètres. Donc vraiment, on a vu dans les éditions précédentes où ils avaient introduit les pavés que ces genres d'étapes pouvaient faire énormément de dégâts. On se rappelle de Nibali l'année dernière, tout simplement, qui avait survolé l'étape avec Fuglsang comme équipier de luxe. Est-ce que cette année, ça sera la même chose? Cyril, à ton avis? Ah, ça va être sportif. Thibaut Pinot l'a dit lui-même sur un reportage qui est passé il y a pas longtemps à la télé. Il a dit que les pavés de cette année étaient plus durs que ceux de l'an dernier. Je sais pas si on a plus, mais je sais que c'est des secteurs plus compliqués, qui sont pris à certains sont pris à l'envers par rapport au sens pris pendant Paris-Roubaix, donc en montée. Ils sont longs et tout, donc en plus c'est bien compact dans le final, il y aura des écarts. Là, il y aura des écarts, des chutes, peut-être. Et
peut-être de la pluie pour faire comme l'an dernier. Mais je sais pas. Après, c'est vrai que Nibali a une très bonne équipe avec ses Boom et Fuglsang, mais voilà, on verra. Il n'y a pas que lui qui a une très bonne équipe pour les pavés, hein, quand même. J'y vais, à ton avis? Oui, alors c'est là que le tour va certainement se perdre pour certains des coureurs. Voilà, Thierry Adam. Oh, merci pour cette citation. En même temps, sur le coup de Thierry, il a pas si tort que ça, parce qu'à mon avis, Oui. comme le signale Cyril, il y a des chutes, et s'il y a Mais des il y a grosses pertes toujours de des temps. chutes, il y a toujours des chutes sur les pavés, hein, des chutes, des crevaisons. On va pas y échapper cette année, hein. Mais bon, sur le papier, ça peut être une aussi belle étape que l'année dernière où ça avait complètement explosé et qu'une partie du tour c'était joué là aussi. Ouais, attention donc pour des coureurs comme Rodriguez, comme Quintana, ou même Contador, qui sont des petits gabarits et qui vont galérer sur ces pavés. Ça peut leur faire très très mal. Et pour la victoire d'étape, moi je sens bien un gars comme Cancellara qui aura à cœur de se rattraper après avoir raté les Flandriennes et qui du coup peut se permettre de lâcher Mollema car Mollema aura 2 vols d'heure avec lui et Cancellara peut très bien aller chercher l'étape et pourquoi pas le maillot jaune s'il arrive à faire des gros écarts. Tu es tellement objectif sur cette phrase, sur ce... Mais tout à Oh là fait, là, tout à fait. oh là là. T'aurais pu citer 15 autres mecs, mais non, il faut que tu cites Cancellara. Mais bon. Bah ouais. Il y en a d'autres, on y reviendra sur le podcast où on abordera les Flandriens. Enfin le podcast qui en fait s'attaquera à tous les coureurs qu'on n'aura pas cités dans les sprinters ou les favoris. Du coup, on abordera notamment les Flandriens. Et on fera un petit zoom sur tous les mecs qui sont présents. Et il y en a un certain nombre, même si la plupart sont accompagnés d'un leader. Donc, il faudra qu'on se pose la question de savoir qui restera aux côtés de son leader et qui tentera de jouer l'étape. On enchaîne avec la 5e étape entre Arras et Amiens, 190 km. Une étape qui va être très certainement très chiante. Parce que c'est vraiment, même si c'est pas tout plat, on doit bien l'avouer qu'il y a beaucoup de petites montées, de petits coups de cul, comme on dit. Des petits radars, des petits Voilà, radars. mais bon, c'est vraiment pas méchant et ça sera sans doute un sprint massif. Qu'est-ce que t'en penses, JV? Ah, moi justement, je sens que les radars, bon, à la télé, ça va peut-être pas être très impressionnant, mais je sens qu'un gars, par exemple, comme Cavendish, qui lui n'est pas vraiment spécialiste des petits coups de cul, sera moins frais pour le sprint. Que du coup, je pense qu'on verra des gars comme Degenkolb, Christophe et Sagan mieux placés pour le sprint et en lutte pour la victoire. Je pense pas que les sprinters qui ont du mal à passer un peu les petites côtes aient assez de jus pour jouer la victoire dans le final. Ouais, c'est pas faux. Les difficultés sont vraiment pas difficiles, mais c'est surtout Oui, le il y en a nombre beaucoup. c'est Ouais, le voilà. nombre qu'il y a, voilà, c'est vraiment très casse-pattes comme parcours. Ouais, c'est assez particulier. Cyril, ton avis? Ouais, ces radars, c'est quand même pas des... Quand t'es cycliste pro, tu le sens quasiment pas, ces trucs. Parce que là, c'est le profil qui a... Ah, mais il y en a beaucoup et allure peloton Tour de France, ça va vite, donc du coup, ça peut très bien fatiguer des gars qui sont pas spécialistes de ça. Oui, les fatigués, pas les Ouais. lâcher, pas les Non, lâcher. pas les Mais- lâcher, Non, pas ça les c'est sûr, lâcher. mais... voir un Cavendish un petit peu moins frais et effectivement avoir pas son double kick dont il a le secret et justement se faire avoir par des mecs comme Christophe ou Sagan. C'est moi ouais, c'est pas fou du tout ce que t'as dit JB. Ouais, c'est vrai que Christophe serait peut-être un tout petit peu plus frais, mais ce soit... C'est quand même pas des énormes radars, parce qu'après, les profils, fais attention, ils sont un peu exagérés parfois. Quand c'est des petites étapes toutes plates, ils essayent de... Parce que là, on voit le point culminant de l'étape, c'est 164 mètres. Ah ouais, c'est pas ouais, oui. Notre-Dame de C'est- Lorette. Encore un Oui, il y a un super souvenir, nom. là. Et c'est au kilomètre 14, hein, donc. Ouais. Bah on aura la réponse. Alors tu penses Ouais. théorie C'est du vrai que- complot que ASO met des faux profils pour faire croire que les étapes vont être intéressantes? Non, non, mais c'est pas des faux profils, c'est juste qu'ils, comment dire, ils appuient un peu sur comment dire, la mise au point, je sais pas comment on peut dire ça, mais Ouais, non mais le tracé ne ment pas quand même. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de tout petites côtes, mais suffisamment pour vraiment entamer un mec comme Cavendish. Mais après, ça sera pas non plus, comme j'ai dit, c'est pas le lâcher, c'est juste, on parle de l'avoir moins frais pour le sprint passif. d'accord. Non mais, Pourquoi pas? ah le mec abandonne Non, mais c'est totalement. vrai, Le mec est pas convaincu, mais Ouais, alors c'est ça. Bill, hein. Le mec se dit ouais vas-y, fais pas chier si tu veux. Abbeville-le Havre, allez go. Allez ouais, 6ème étape à Belleville-le Havre, Le Havre. Voilà. 191,5 km et une arrivée en bosse. Alors j'ai pas exactement le profil du dernier kilomètre, mais
sur le tracé que j'ai, c'est vraiment, ça a l'air d'être un énorme radar à l'arrivée. À mon avis, c'est un petit peu exagéré, comme le dit Cyril, effectivement, mais sans doute pas un sprint traditionnel tout plat, c'est clair et net. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Cyril, vas-y, lance-toi. Mais là, aujourd'hui, ce jour-là, on aura vraiment une étape un peu plus vallonnée déjà. C'est plus que la veille, largement. Je crois qu'ils vont longer ils vont longer la Manche, là, oui. Et ça va faire des petites côtes avec des beaux paysages. Et tape cul, ça va fatiguer. Là, ça va vraiment fatiguer tout le monde. Et le final, ouais, on a l'impression que c'est le mur de vie, mais non, c'est pas ça du tout. Mais c'est quand même, je crois que c'est un truc comme 1 kilomètre ou 500 mètres à 8%, comme ça. C'est pas grand-chose, mais là, c'est vraiment pour Sagan, Degenkolb, les mecs comme ça. Ah oui, parce que 500 mètres à 8%, ça élimine les Cavendish, les Kittel s'il est là, on le saura bientôt, mais voilà, les purs sprinters, même Greipel, je pense qu'il passe pas ce genre de coup de cul. Effectivement, Sagan, Christophe, ça a l'air d'être les gros clients pour cette journée-là. À ton avis, JB? Oui, voilà, je pense. Ça me paraît que Cyril, je vais prendre un petit pari pour le vainqueur. Je vais dire Valverde au sprint. Ah non, quand même pas. Ah oui, enfin là, tu mises vraiment sur un mec, il faudrait que ce soit Oui, très difficile. Bah oui, oui. Non, c'est 850 mètres à 7%. Bah ouais, moi je dis sur ça, Valverde peut essayer de battre Sagan. En tout cas, moi, je sens comme ça. C'est un petit pari au feeling. Ah, si tu mets un mec comme Valverde, on peut aussi parler du coup d'un Kwiatkowski ou d'un Moreno, Aussi, dans la même veine. oui, oui. Et il faudrait que ça vise quand même assez dur sur les quelques bosses qu'il y a pendant le parcours. Hein, La pour Movistar vraiment, à l'équipe pour essayer de visser. Hein. Ah, si Ouais, ils mais vont- sinon, ils ont aussi Quintana et... Quintana, il va pas se faire lâcher sur ça. Oui, Ouais, non, non, mais, mais non, mais s'ils commencent à viser sur des étapes comme ça, exactement, ils ont Quintana et encore 15 étapes à venir juste derrière où Quintana doit à peu près résister, quoi. Et où il doit travailler pour Quintana. Je pense pas qu'il se sacrifie sur une étape. Non mais pas Aussi. sacrifier, il y a Oui. visser. Ah, il y a vissé et vissé, oui. Non mais oui, mais Non mais c'est sûr ils vont pas se mettre à fond là, mais ils vont essayer de... Pour Moi, ça essayer de... Ouais, on verra bien. ouais, moi ça me paraît pas assez dur pour Valverde, mais pourquoi pas. Faut voir le scénario de course après. On parle de Valverde, mais il peut aussi bénéficier du travail d'une autre équipe qui vise elle. Voilà. Oui. Comme j'ai dit, une équipe comme Etix, elle sait personnellement qu'un mec comme Cavendish peut pas gagner sur ce genre de finale, et du coup elle peut miser sur Kwiatkowski et visser. Oui. Pourquoi pas. Étape 7, donc maintenant, la dernière donc de la première semaine. Livraro, Livaro, Fougères. Putain, les noms des bleds, moi je suis vraiment en difficulté là les gars. Ah, c'est pour 190 les- c'est pour les km. Bernard ça. C'est ça, 190 km. Du plat, et encore du plat, comme dirait certain Patrick Chassé. Effectivement, là, ça semble vraiment être pour les sprinters, et là, ça semble vraiment être pour Cavendish. JB, je te laisse sonder. Hein. J'attire votre attention quand même sur le nom du seul Grand Prix de la montagne aujourd'hui. C'est comme la côte de Canapville. Ah ouais. Ah, Donc là, putain. à mon avis, on va avoir droit au jeu de mots de Thierry Adam sur ça. Exactement. Oui, ça Restez, encore- restez bien assis dans votre canapé, Canapville arrive. il sera pas encore à l'antenne, je pense. Ah ouais, il doit Ah, il quoi doit que, s'en hein. mordre les doigts là. Là, il doit Non, être ou dégoûté. alors Quoi. village départ, Laurent Luyat peut très bien le faire. Hein. Ah ouais, c'est pas faux. Ah mais je suis sûr que Thierry Adam là, quand il a eu ça, fait putain, vous voulez pas mettre l'antenne plus tôt cette journée-là, juste pour la faire quoi. Mais c'est ça. Ah ouais. Bah, Et bref. donc, bah oui, typiquement genre d'étape où l'échappée va partir, il y aura 2 heures de quart dedans, ils vont se faire attraper à 20 km de l'arrivée, et après les équipes de sprinters vont lutter pour qui aura le meilleur train, et voilà, ça va se terminer au sprint, quoi. Et il y aura une chute massive. Ouh. Non, je pense pas. Ah bah c'est Ouais, le prono de Cyril. je vois- Cyril il dit chute massive. Je vois le tracé du final, là, des longues lignes droites comme ça va tendre le peloton. Et ça va chuter. Il y en a toujours une façon. À chaque Tour de France, il y a une chute massive. Le jour où on pense que l'étape c'est la plus mauvaise, il y a une chute massive. Donc c'est pour ce jour-là. À Fougères. Ok. Espérons Ok. qu'il tombe dans les Fougères. Oh là là. Toi, t'es pas prêt de rentrer à France Télé, hein. Il faut un On- niveau au-dessus, hein, niveau jeu de mots, quoi. Ah non, quand même. Hein. Ouais, non, Je mais... me souviens une année, il y avait quand même eu un magnifique Schleck en blanc. Oh, putain, oui. Il y a aussi les fils de pute. Ah oui. La meilleure blague de la carrière des Gérard Rolls. Ah oui. Bon, allez, on peut enchaîner avec la 8e étape entre Rennes et Mur de Bretagne. Donc voilà, vous l'aurez compris. Arrivé au sommet du Mur de Bretagne. Point culminant de l'étape, non, pas du tout. Mais le deuxième point culminant de l'étape, 293 mètres d'altitude. Le point culminant, c'est en milieu d'étape. C'est le col du Mont Bel-Air, hein, voilà. Il y aura Will Smith au sommet qui fera des coucou au coureur. Et, et donc voilà, Cyril, ton avis sur cette étape?
Mur de Bretagne, ouais, je pense qu'ils auraient pu faire plus vallonné dans l'étape, parce qu'elle est pas, à part le col, d'être le seul col en Bretagne, mais Bah, ça va être une course de côte, ouais. sinon ça va être ouais, une course de côte, et le Mur de Bretagne, c'est quand même pas, c'est 2 kilomètres à 7%, ouais, le premier kilomètre est assez dur à 10%, c'est quand même épais, et le deuxième kilomètre est en faux plat montant plutôt. Ah, ça ressemble un peu au Coberg, donc c'est pour Philippe Gilbert, mais il est pas là. Euh, Peut-être Michael Matthews. Michael Matthews, c'était le seul à attraper Gilbert autour de à l'Amstel. Ou même un Du mec coup, comme Guérand, moi je pense, si Matthews passe pas, un mec comme Guérand, chez Orica peut oui, aussi faire voilà. le job. Moi je pense, je parie sur Matthews. Il faut, Orica vise et Matthews passe et au sprint, il est meilleur. Ok. JB, ton avis? Tu vois pas des cartes non plus, un sprint ou? Un sprint entre punchers, hein, avec des gars, bah, certainement Sagan, hein, qui peut tenir, toujours Valverde, Rodriguez, Guerrant, Kwiatkowski, peut-être Galopin aussi. Donc voilà, avec les leaders pas trop loin derrière, l'étape est pas tellement vallonnée, donc ils vont pouvoir tenir et après faire leur rythme dans le mur de Bretagne en laissant genre 2 secondes d'avance aux punchers pour qu'ils se débrouillent entre eux. Donc voilà, c'était quand même, je crois, la première étape lors du Tour 2011, je crois, où c'était Gilbert qui avait gagné, si je dis pas Ouais, de bêtises. je sais plus ça. Ouais, moi aussi, je te laisse dans ta merde, là, je m'en souviens plus du tout non plus. Ah, attendez, ben, on va regarder ça. Ah non, c'était le Mont des Alouettes, c'est vrai. Ouais, mais le mur de Bretagne était Et pro. le mur de Bretagne, c'était à l'étape 4 du Tour Et c'était 2011. Sagan qui avait gagné, je crois. Non, c'était Evans qui avait gagné devant Vinokourov et Uran. Ok, bon, ben d'accord. Ouais. Je me rappelle qu'Evans avait gagné sur un profil un peu similaire, c'est pour Voilà, ça. dans le top 10 à cette époque, il y a que Uran qui sera au Tour cette année. Hein. Ah, les années passent. Ou peut-être Samuel Sanchez aussi. Ok, ben moi perso, je vois effectivement pourquoi pas une lutte entre sprinters au sommet, un petit sprint à comité très réduit avec un petit groupe d'une douzaine de mecs peut-être. Mais je vois justement pourquoi pas un ou deux favoris pour le général se faire larguer et perdre pas beaucoup de temps, mais je vois pas un peloton compact au sommet, un petit groupe se détacher, mais vraiment avec 4-5 secondes, pas plus, mais vraiment sur le reste de la meute. Mais encore une fois, comme sur le mur de 8, peut-être 4-5 secondes qui dans la tête vont faire mal, plus que sur le niveau des chronomètres. Donc Et en pourquoi pas. ajoutant aussi les bonifications, le maillot pourrait bien changer d'épaule à la veille du TTT. Voilà, effectivement aussi, on a ouais les bonifications qui cette année peuvent avoir un impact du fait des arrivées comme ça un petit peu pour puncher. Pourquoi pas. C'est Et une bonne justement, chose. comme tu l'as dit, à la veille du TTT, parce que la 9e étape entre Vannes et Plumenec, c'est un contre-la-montre par équipe de 28 km avec un profil sur le papier qui a l'air plutôt accidenté, mais, voilà, comme le dit Cyril, il souffle, donc à mon avis, il l'a bien vu. J'ai fait les calculs de tête en 30 secondes, donc il y a possiblement des erreurs, mais donc, quand on regarde le parcours, il y a 3 cotes. La première, j'ai calculé que c'était à peu près 4 km à 2,5%. La deuxième, 3 km à 2%. Donc c'est des faux plats montants, c'est pas du tout des bosses. Et il y a juste la dernière cote qui La visiblement, dernière cote, c'est une vraie cote, ouais. voilà, Mais c'est il y a le profil sur le site du Tour. 2 C'est, km à 5% de moyenne, moi j'ai calculé à peu près, grosso ouais, modo. ils ont mis à 1,7 à 6,2%. C'est une cote, ouais. Ouais, voilà, donc il y a que vraiment l'ascension finale qui peut être vraiment difficile et qui peut un peu foutre la merde dans l'organisation des équipes sur ce contre-la-montre par équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? JB, à ton avis? Ah bah oui, ça sera certainement une belle étape, hein, où on va voir, ça va pas être que des équipes spécialistes du contre-la-montre par équipe qui vont forcément se montrer, et des équipes avec qui ont de bons rouleurs, mais aussi de bons grimpeurs qui peuvent très bien se sortir. Je pense surtout à la Sky qui sera quand même la favorite de cette étape. Ouais, attention, oui, il y a pas mal d'équipes où on peut citer le nom quand même, mais bon. D'ailleurs, Cyril, une autre favorite peut-être que la Sky? Ben, il y a Orica qui est en général spécialiste de ça, de ce contre par équipe. Il y a, Oui, après, mais à voir parce que des gars comme Lancaster, Hepburn ou Durbridge, dans la dernière cote, ils vont. Ah bah oui, ouais, mais mais oui. ils font le taf tout le long et ensuite, au final, tu les laisses à Gerrans, Matthews, Albazini et ils te la passent, la cote. Oui, parce que justement, il y a besoin que d'être que 5 à l'arrivée, donc il y en a 4 qui peuvent sauter. Et Lancaster et tout. Après, il y a un truc sur ce contre par équipe, c'est qu'il est quand même très très tard. C'est rare d'avoir un contre par équipe aussi tard, 9e Ouais. étape. Il y aura peut-être des équipes qui seront arrivées, Ouais, qui seront auront là, ils seront déjà. peut-être 2 abandons, ils sont plus que 7. Les cotes et tout, ils arrivent et ils sont obligés d'attendre les autres et ils perdent 3 minutes. Ça peut arriver.
Ouais, effectivement, Surtout- ouais, on peut se retrouver avec des équipes déjà affaiblies justement parce que ça se passe notamment après les pavés. Donc déjà on peut avoir une première vague d'abandon sur une étape comme celle-ci et puis sans compter ce qu'on a toujours en début de tour, des mecs qui prennent le départ mais qui sont malades et qui savent pas trop si ça va s'améliorer mais qui au bout de quelques jours abandonnent. Donc t'en as toujours trois ou quatre comme ça. Donc vraiment il peut y avoir effectivement des équipes qui ont déjà un voire deux coureurs en moins. Donc ça peut faire très cher pour des équipes notamment pourquoi pas de favoris, on peut pas encore le dire si ceux-ci se retrouvent avec des équipes un peu tronquées. Ouais, pourquoi pas. Et moi, je mettrais également parmi les équipes à suivre une équipe comme la BMC qui peut également tirer son épingle du jeu sur un parcours un peu difficile comme ça. Donc voilà. Et après cette 9e étape, repos. Voilà. Bon, nous, on va pas prendre du repos, hein, ça va. Repos à peau. Exactement. Voilà, très bien. Où tu seras sur la ligne très certainement, Cyril. Ouais. J'irai voir les coureurs un peu à leurs hôtels, les harceler. Et potentiellement moi aussi. Oh là, potentiellement, c'est magnifique, là, ce jeu de mots. Ouais, et totalement, j'ai pas prévu de le faire, mais bon. C'est Pau le qui talent. d'ailleurs certainement doit verser quantité de pots de vin pour être ville étape depuis 50 ans maintenant. À peu Ah oui, près, ouais. c'est la 3e plus grande ville étape après Paris et Bordeaux. Mais Bordeaux c'était il y a longtemps parce qu'il n'y en a plus quasiment plus. Mais c'est parce que Pau est le mieux positionné en bas des Alpes, des Pyrénées, comme Gap dans les Alpes. Et ouais, tout à fait. C'est Pau. Et justement, C'est Pau. après ce repos, la première étape de montagne, la première arrivée au sommet à la Pierre-Saint-Martin. On part de Tarbes. Et pas Tarbes, ouais. Et oui, de chez moi. Non, je ne suis pas tarbé, calmez-vous. Si, tu Non, l'es. je suis toulousain, j'habite Tarbes. Tarbé d'adoption. C'est totalement différent, je suis toulousain. Bref, donc départ de Tarbes, la Pierre-Saint-Martin, 167 km, et vraiment une montée sèche, hein. Il y a quasiment aucune difficulté, c'est des 3e ou 4e catégories, non, c'est que des 4e catégories avant l'ascension finale qui est elle hors catégorie. Donc voilà, c'est vraiment une course de côte auquel on va sans doute assister. Vos pronostics pour la course, Cyril, peut-être? Ben, je serai au bord de la route, dans la montée de la Pierre-Saint-Martin, donc j'espère avoir du spectacle. Après, c'est vrai que c'est tout plat, c'est vraiment une course de côte pour commencer un massif, c'est pas une très mauvaise idée. La Pierre-Saint-Martin, ben, c'est une montée quand même pas facile du tout, surtout la première partie. C'est je crois, 8 km à presque 9% de moyenne, avant de se calmer un peu dans le final, mais ça risque quand même d'exploser, surtout que c'est un lendemain de journée de repos, donc il y aura peut-être des coureurs un peu comme on dit, qui manquerait un peu de rythme. Du coup, je pense que... Enfin, tu te prends une semaine du tour avant, le rythme, normalement, il doit être là. Hein. Ouais, non, mais la main de repos, ça peut faire des petits pièges, pas des grands pièges, comme on veut le faire ça croire, mais... Voilà, je pense que un mec comme Froome pourrait... C'est le genre d'étape pour lui, là, pour Froome ou pour Pinot même. Pourquoi pas. Ouais, on aura d'ailleurs peut-être la première démonstration de la fusée Sky sur cette ascension. Mais ouais, comme le dit Cyril, peut-être après une journée de repos, c'est toujours difficile de reprendre le vélo, même si on le quitte pas, parce que même sur la journée de repos, on sait que les coureurs restent sur le vélo. Et puis surtout, c'est la première étape de montagne, et la première étape de montagne, on voit toujours des mecs qui craquent, alors qu'ils étaient potentiellement en route pour le classement du général, tout simplement parce que passer vraiment d'étapes de plat où on est avec des gros braquets toute la journée à ce genre d'étape où justement il faut commencer à mouliner, il y a toujours, le corps a besoin d'un temps d'adaptation, il y en a qui le font plus ou moins bien, et il y en a qui craquent sur ce genre d'étape. JB, peut-être quelque chose à dire sur cette étape également? À mon avis, on va pas avoir un grand spectacle, hélas pour toi Cyril, dans la Pierre-Saint-Martin, mais enfin le col de Soudé plus précisément. Mais à mon avis, il va commencer à avoir un écrémage de la part des Sky. On va voir qui est en forme, qui ne l'est pas, qui peut concourir à la victoire finale, qui ne le peut pas. À mon avis, il va y avoir une arrivée groupée entre les favoris. Ça se jouera au sprint. Ou des petites attaques à 200 mètres de la ligne. Ouais, si ça, c'est pour Porito. Oui, ou Valverde. Enfin, Valverde, Valverde, il faut qu'il comprenne qu'il a un équipier qu'il est équipier. Non mais si là, c'est les favoris qui roulent avec des gros équipiers, Valverde peut très bien tenir. Mais c'est sûr, s'il commence à Quintana, si Quintana commence à attaquer, Valverde il va pas suivre, c'est sûr et certain. Mais dans mon scénario, c'est les favoris qui roulent ensemble, qui écrèment les moins bons d'entre eux et qui arrivent ensemble. Donc dans ce scénario-là, Valverde peut tenir. J'ai l'impression que Valverde il est dans tous les pronostics de la moitié des étapes en fait, JB. C'est-à-dire il est tellement complet qu'il peut quasiment s'imposer partout. Donc, le mec l'a pronostiqué déjà sur 3 ou 4 étapes. Putain. Deux étapes. Je l'ai pas mis à 8.
Ouais, effectivement. Ouais, bon. Il va finir maillot vert avec toi en fait, hein, on sait jamais. Hein. Mais non, vu que, enfin, vous découvrirez dans les prochains podcasts mon prono sur la fin du Tour de Valverde. Ah oui. Nous avons maintenant l'étape 11 avec Pau, encore une fois, Cotteret, Vallée, Pour la Saint-Savin. troisième fois, Pau quand même. Hein. Ah Presque oui. maintenant, la fin du Tour, ça va être à Pau. La 21e étape, ça va faire Pau-Paris. Non mais cette année ils font 3 jours à Pau, hein. C'est impressionnant. Ouais, c'est tous les ans. Voilà, donc 188 km avec quand même 3 beaux cols, le col d'Asma, que j'ai monté en vélo, le col de Tourmalet, que j'ai monté en vélo, et Cotteret, que j'ai pas monté en vélo. Mais bon, voilà, c'était T'as rien perdu, c'est mon Cotteret. c'était l'instant my life. Donc voilà, trois cols, et en fait c'est en effet une arrivée au sommet de Cotteret, mais c'est vraiment après le col de Tourmalet, ça fait un petit peu mesquin d'arriver à Cotteret, même si en fait on a 2 beaux cols avant quand même pour vraiment fatiguer les joueurs, et même les coureurs. Les joueurs, ouais. Ouais, je me crois dans Football Manager. Et même même si en fait on peut même faire la différence dans le col du Tourmalet parce que la descente derrière est quand même très difficile. Donc pourquoi pas. JB, ton avis sur l'étape? Cette étape, elle ressemble un peu à celle de Pralou. Un peu dans le même style, avec une grosse descente de col avant de prendre une montée un peu plus modeste par rapport à ce qu'il y a devant. Donc là, peut-être que la différence va se faire dans la descente aussi. Des bons descendeurs comme Nibali ou Contador peuvent faire la différence sur des gars comme Froome ou Quintana qui, eux, sont moins bons descendeurs que les deux précités. Ouais, pourquoi pas, ouais. On sous-estime un petit peu, on dit que c'est pas une arrivée en descente, mais la descente du Tourmalet est vraiment difficile, ça peut vraiment être... Elle est assez technique, du coup, c'est... Plus que le col du Tourmalet, ça peut être la descente qui peut être le point de rupture de l'étape, quoi. Cyril, Ouais, ton oui, avis? Ouais, je trouve pas que la descente de Tourmalet soit si compliquée que ça. C'est que de ce côté-là, en tout cas, ils descendent à l'ouest. C'est pas, y a pas grand, au début, ouais, il y a quelques petits virages. Sinon, après, c'est rectiligne, plus ou moins. Après, je sais pas, cette étape, elle est pas mal dans l'idée, mais je pense que le fait qu'elle soit placée entre 2 courses de côte, parce que le lendemain sera plateau de Bay, et au final, il y aura pas d'offensive de loin. Du coup, je pense que les favoris seront regroupés en haut Tourmalet. Il y aura peut-être une vingtaine de secondes d'écart entre certains en bas de la descente, peut-être si certains la font et d'autres moins. Et ça devrait se régler en bas de la montée finale. Et puis la montée finale, le Cotteret, c'est quand même pas, c'est encore moins dur que Pralou, donc Ouais, et ouais, puis il y aura pas grands écarts. même les organisateurs le reconnaissent puisqu'ils classent la côte de Cotteret en 3e catégorie. Donc c'est vraiment qu'en effet la montée finale est vraiment pas si difficile que ça. Ouais, voilà. Même si après avec 2 cols dans les jambes, même sur une côte de 3e catégorie, on peut voir quelques écarts. Donc effectivement, comme tu l'as dit, le lendemain, l'arrivée au plateau de Bay, c'est l'étape reine des Pyrénées. Lannemezan, le plateau de Bay. J'ai pas le kilométrage, si 195 km, voilà. Au programme, le col du Portet d'Aspet, le col de la Cor, le port de l'Ers, et en effet la montée finale vers le plateau de Bay, 1780 mètres, et classé en hors catégorie. Cyril, ton avis sur la course, c'est ta région, je sais que tu la connais par cœur celle-ci, comme celle qu'on a dit, les deux qu'on a vues avant, mais... Ouais, c'est déjà un peu moins ma région, mais je connais quand même pas mal, mais c'est, c'est, c'est une étape avec beaucoup de difficultés, beaucoup de dénivelé, mais au final, c'est pareil, je pense qu'ils vont vraiment attendre les favoris attendront le final pour s'attaquer, la montée finale, qui est en soi vraiment pas mal. Le plateau de Bay, c'est quand même légendaire dans les Pyrénées, mais ouais, ce sera bien, surtout pour le combat pour le maillot à poids. Peut-être même que l'échappée peut partir et gagner. Un mec qui résiste au peloton à la fin, je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Plateau de Bay, en effet, ouais, col très très difficile au niveau des pourcentages notamment. JB, ton avis sur l'étape? Moi, je sens la première explication entre les favoris là à cette étape-là. Il y a en tout cas le terrain pour, 2 cols pour déjà écrémer les équipiers et les leaders les moins en forme, avant d'attaquer le plateau de Bay où là, à mon avis, on va voir qui sera le plus fort et qui peut déjà s'inquiéter pour la victoire finale. Ouais, effectivement. Si on n'a pas eu de spectacle sur les 2 étapes d'avant, ce qui m'étonnerait quand même, notamment sur la Pierre Saint-Martin, on l'aura sans doute sur le plateau d'Aille parce que vu la difficulté du col, c'est clair et net qu'ils seront obligés de se découvrir et je pense notamment à un Quintana, à mon avis, avec des pentes comme ça, c'est parfait pour lui. Hein. Allez, on verra bien.
Étape 13 désormais, entre Muret et Rodez, 198,5 km. Une étape avec quand même pas mal de difficultés dans sa seconde partie, sans que ce soit non plus très difficile. C'est de la 3e ou de la 4e catégorie. Mais bon, on a quand même de quoi avoir un parcours un petit peu pour les baroudeurs, avec surtout qu'on sort des Pyrénées, donc les équipiers sont peut-être un petit peu fatigués. Qu'est-ce que vous en pensez, JB peut-être? Ah ouais, là c'est typiquement l'étape pour Baroudeur, hein. Je sens là l'échappée qui peut aller au bout avec des équipiers qui pourront certainement être fatigués après 3 jours de montagne et aussi le parcours qui s'y prête avec quand même 3 côtes référencées à partir des 80 derniers kilomètres et aussi l'Aprimob qui vu sur le parcours d'assaut paraît pas mal pentu quand même mais pas référencé au classement de la montagne. Du coup, à mon avis, ça va être pour les baroudeurs, ça, cette histoire. Ouais. Cyril, ton avis dessus? Ben, en fait, j'ai envie d'être d'accord avec vous. C'est vrai que ça ressemble vraiment à une étape pour baroudeur. Mais il y a un truc à noter, c'est que à partir de l'étape 9, je crois, l'étape 8 même, qui est voilà. Bon, bref, en tout cas, à partir de l'entrée dans les Pyrénées, les sprinteurs, ils auront quasiment plus aucune chance jusqu'à Paris. Et là, c'est une étape où quand même, ils pourraient passer. Si en s'accrochant bien, ils pourraient passer. Donc, je vois bien une grosse échappée peut-être partir. Mais quand même, les équipes de sprinters qui essayaient de revenir et avoir un final intéressant, serré, surtout que les routes ont l'air assez escarpées. Donc ouais, ça pourrait être une belle étape, un duel entre sprinters et non sprinters. Ouais, mais Et baroudeurs, ouais. si on suit le scénario que tu dis, quand même, je pense qu'il y a certains sprinters qui sont éliminés de la victoire, vu le profil quand même. Un mec comme Cavendish, un mec comme Greipel, je suis pas sûr qu'ils passent aussi bien que ça les boss là. Démarre les Oui, passera pas. démarre, Bouhanni, c'est quand il veut, il peut passer, mais je pense vraiment que si les équipes de sprinters travaillent, ça va être les équipes de Degenkolb et de Sagan, voire de Matthews, mais il y aura pas non plus une foule d'équipiers pour rattraper Christophe, l'échappée. Oui, aussi, c'est Par contre, Christophe, ouais. je viens de voir, j'ai l'impression que le final est ça monte un peu dans le final. Que le Ah, dernier kilomètre est, ouais, c'est rien, ouais. Ouais, quand même, ouh là là. 570 mètres à 10% le final. ah oui. Ouais, du coup, en fait, Cavendish roulera pas du tout, là. Cavendish, il va laisser partir les échappées, je pense. Parce que là, le 500 mètres à 10%, là. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Ouais, bah, du coup, peut-être plus les échappées, à moins, mais ouais, mais après, quand même, Matthews, Kolb, Sagan, ils peuvent tenter, mais c'est vrai que c'est quand même dur, hein, 10%. Ouais, mais avoir que trois équipes qui roulent à la sortie des Pyrénées, quand les mecs sont fatigués, est-ce que ça suffira pour Ouais, revenir non, sur non. l'échappée? C'est pas très sûr. C'est que l'échappée a beaucoup de chance, quand même, cette étape. Ouais. Le lendemain, 14e étape, Rodez, Mende, ou Mandé, comment vous dites? Mende. Très bien, Mende, voilà, je fais confiance aux Palois. Même si ça n'a aucun rapport, hein, c'est oui, pas du dans tout ce mon à endroit, mais... Lozère, donc mais bon, j'avais envie de dire ça, j'ai envie de faire confiance aux Palois. Le Palois est digne de confiance. 178,5 km, donc entre Rodez et Mandé, et donc une arrivée effectivement sur l'aérodrome, voilà, ça sera sur l'aérodrome ou pas? non, Ouais, ouais. Si, monter là, l'orange. vraiment. Alors c'est pas au sommet de la bosse en fait qui est jugé l'arrivée effectivement, mais c'est quand même la bosse qui va faire toute la différence au final, surtout que il y a pas que celle-ci, il y a on voit que dans les alors je calcule dans les 40 derniers kilomètres, on a droit à trois belles bosses, dont effectivement la montée de Mende, la montée l'orange à la berre, hein, il me semble qu'on la surnomme également comme ceci. Ouais, ouais. Donc potentiellement un profil qui peut faire des écarts, et c'est pas vraiment les grimpeurs qui sont forcément les plus à l'aise sur ce genre de profil. Je pense à des Froome, à des Van Garderen, etc. Enfin, en tout cas, pas tous les grimpeurs seront à l'aise sur ce genre de profil. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril? Moi, je vais te faire un petit commentaire touristique sur l'étape. Oh là là. Vas-y. Hein. Ils passeront sous le viaduc du Millau, ce sera une belle image à la télé. Ensuite, c'est les gorges de je sais pas quelle rivière là. Parce qu'au final, ils auraient... Merci pour le tout touristique, hein. C'est le Tarn, hein, c'est marrant, Ah là là. c'est les gorges du Tarn et ils auraient pu faire plus dur comme étape, parce qu'au milieu c'est quand même tout plat, mais c'est déjà pas mal. La montée finale, moi je pense que là c'est du tout cuit pour Joaquim Rodriguez, qui a déjà gagné, je crois là-haut d'ailleurs, il y a quelques années. Donc il avait gagné au sommet lui. Donc voilà, je pense que c'est pour lui. Contador, je crois que Contador c'était pas mal démerdé non plus dessus.
Il y a Sachant que sur Paris-Nice, il y a quelques années, même Wiggins s'était bien débrouillé dessus, donc... Ouais, c'est vrai. Mais au final, il y aura quand même peut-être des écarts, parce que c'est quand même pas facile de se monter ces 3 km à 10%, donc Et on puis pourrait voir quelques... on sera au 14e jour de course, hein. Il faut aussi mettre ça Oui. en perspective. Ouais, C'est pas comme si on est sur un Paris-Nice où, au bout d'une semaine, tu peux la monter cette cote les écarts seront jamais énormes, alors qu'on vient de sortir des Pyrénées, euh, c'est vrai. les organismes seront déjà un peu souffert, donc, elle peut faire mal cette montée, ouais. La côte de Sauveterre, notamment, qui est un peu avant, à 40 bornes de l'arrivée, faudrait que des équipes commencent à rouler dessus, ça pourrait être intéressant, ouais, Ouais, au ouais. final. Un peu décousu. Pourquoi pas. La 15e étape, entre Mende, encore, ville Et départ. moi, je puis, peut-être? Ah oui, toi, je t'ai pas fait parler, mais t'as un truc à dire? Non, Non, pardon. mais justement, je vais dire les échappées encore, cette étape-là. 2 étapes pour les échappées. D'accord, ok. Les équipiers de sprinters et des grimpeurs vont certainement avoir besoin un peu de se reposer, ils vont rouler moins fort. Et j'en bien les échappées sur cette étape aussi. Ok. Heureusement que, putain, je t'avais oublié pour que tu dises ça, quoi, putain, sans déconner. Ah bah ouais, hein. Ok. Si jamais c'est l'échappée qui gagne, fais gaffe, je te ressortirai ça. Hein. Ouais, effectivement. En plus, il y a des chances que ça s'explique derrière entre les favoris, mais qu'on laisse l'étape potentiellement aux échappés. Faut voir. Est-ce qu'il y aura une équipe qui voudra la gérer, l'échappée matinale? On aura la réponse, dans le mois de juillet. Étape 15, donc, Mende de Valence, 183 km, une étape avec une première partie de course avec deux, trois belles bosses, mais un final vraiment tout plat, même s'il y a le col de l'Escriné quand même un petit peu, qui fait un petit peu tâche dans la seconde partie de course. Mais bon, un profil assez difficile à lire quand même, JB, puisque t'as l'air de mourir d'envie de parler. Je te laisse nous présenter ton scénario pour cette course. Moi, j'ai du mal à voir comment elle peut se dérouler quand même. Moi, je pense que ça va être l'avant-dernière étape pour les sprinters avant celle des Champs-Élysées. Et j'arrive pas à voir en fait si Cavendish pourrait tenir dans l'escriminé surtout. Ok, oui. Ou si au contraire il sera lâché ou du moins émoussé. Bah, il a déjà tenu sur des trucs comme ça avec l'aide d'Etix qui faisait un tempo plutôt raisonnable en le maintenant en queue de peloton. Donc je pense qu'il pourrait passer. Pour gagner, ça sera peut-être un peu plus dur, mais au moins sur le podium pour Cavendish. Donc moi je pense vraiment les sprinters vont se réserver cette étape avant de partir dans le groupe Eto. Ouais, c'est très très difficile de dire parce qu'on est un petit peu tiraillé entre c'est un profil un petit peu pour baroudeur, mais les sprinters ayant vraiment Ouais, relativement peu de profils qui c'est leur ça. conviennent, ils vont vraiment dès qu'ils en ont un qui correspond, même si c'est pas tout à fait, ils vont se jeter dessus et potentiellement ça peut être sur une journée comme celle-ci un sprint pas forcément si massif que ça vu qu'il y a quand même un col d'escriné qui risque de faire des dégâts, mais un sprint quand même. Cyril, ton avis sur la question? Mon avis, c'est que ça va être pour les sprinters. Parce que c'est la dernière étape pour eux avant les champs. Cavendish, il aura vraiment envie de gagner. Parce que on a oublié de le dire, mais c'est peut-être son dernier Tour de France. Enfin, en tout cas en 2016, à mon avis, il va pas le faire. Donc, non, ça peut-être pas son dernier Tour de France, mais c'est son dernier Tour de France pour les 2 prochaines années. Euh... On comprend tout à fait ce que tu veux dire. Hein. non, mais en tout cas, vous savez, ce col de Skriné que Cavendish, ce col était dans le final d'une étape en 2009 que Cavendish a gagné. Alors que c'était l'arrivée à Aubenas, c'est-à-dire dans le sens inverse. Ils avaient pris le col de Skriné, il était passé et il avait gagné. C'était un sprint d'ailleurs qui m'avait marqué, c'était magnifique. Et Cavendish, je pense qu'il aura envie de le refaire, de gagner à Valence. Oui, mais le col d'escriné, il avait pris dans l'autre sens du coup, parce que l'autre sens a l'air moins pentu quand même que le sens qu'on va prendre sur cette année quand même. Mais il était aussi surtout en 2009, c'était dans le final vraiment. C'est-à-dire que tout le monde roulait et tout. C'était pris beaucoup plus vite que cette année, je pense. Cette année, ils vont peut-être pas y aller à fond, donc vu que c'est quand même à moins 50 bornes de l'arrivée, le sommet, donc Mm. voilà, j'ai envie de croire en Cavendish. Ok, voilà. Donc on est à peu près d'accord pour dire que les équipes de sprinters veulent quand même la voir cette étape, mais bon, Bah oui, ils ont pas grand-chose, donc du coup c'est sûr que. il y a des doutes juste pour savoir si Cavendish ou... En fait, on parle à chaque fois de Cavendish, mais disons que Cavendish représente un petit peu les sprinters purs du peloton qu'on peut avoir. Et donc C'est le effectivement... baromètre. Voilà, c'est exactement, c'est le baromètre sprinter. Après, des mecs comme Christophe et Sagan, ça, je pense qu'ils peuvent passer le col de l'Escriné, vu qu'il est à 50 km de l'arrivée, en effet, le sommet, ça ne roulera pas non plus comme des oufs dessus, donc
ça peut jouer au sprint, pourquoi pas. Et l'étape 16, bourg de péage, Gap, 201 km, je crois que c'est la première étape qui dépasse les 200 km. Hein. Hein, Non, il y avait celle des pavés qui dépassait 200 km. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Merci de me rattraper ma bourde. Toujours est-il que là, sur le coup, entre Gap à Gap, c'est la seule arrivée en descente à signaler. Donc voilà, effectivement. Alors même si le profil peut correspondre, vu l'étape à des baroudeurs potentiellement, entre les favoris, ça risque de bouger également parce que effectivement, au sommet du col de Manse, est à 12 km de la ligne d'arrivée et les 12 derniers kilomètres sont en pure descente et notamment de la descente assez raide. Alors je sais pas si elle est très difficile cette descente, mais Oui. Elle à va mon très avis, vite et elle est marquante. ok, mais des mecs comme Contador, comme Nibali voudront faire la différence sur ce genre Surtout d'arrivée. Ouais. Nibali, hein. Si Nibali doit gagner une étape, c'est celle-là, à mon avis. Ok, bah vas-y, hein, enchaîne, JB, je te laisse Oui, la parole. à mon avis, c'est pour Nibali, hein. Je pense pas que l'échappée puisse aller loin. Elle va certainement être reprise dans le col de Manse. Et derrière, donc, Nibali pourra s'en donner à cœur joie dans la descente. C'est quand même le meilleur descendeur du peloton, certainement. Ouais. Et à noter que chez BMC, il y a un certain Samuel Sanchez qui est là. Alors, est-ce qu'il restera avec Van Garderen tranquillement pour l'aider, ou est-ce qu'il tentera sa chance? On Pourquoi pas? semble sous-estimé. Pourquoi pas, s'il a encore ses jambes d'antan. Ah, l'année dernière, il fait 6ème de la Volta, c'est qu'il est pas encore Oui. totalement cramé. La Volta aussi, hein. Oui, mais bon, c'est quand même une performance référence. Cyril, ton avis sur la question sur cette étape Alors déjà, particulière? je voudrais noter quelque chose, c'est que le premier col de deuxième catégorie s'appelle le col de Cahors. Donc je pense que pour l'occasion, Sagan passera en sommet, en premier, en cabrant. Voilà, en wheeling, normal. Ensuite, cette étape, faut surtout pas la rater, parce que si vous la ratez, il faudra attendre 2 ans pour la revoir exactement la même. Connaissant ASO, c'est l'étape de Gap, c'est l'étape avec la descente du col de Manse. C'est même plus redondant, je ne sais pas quoi dire. Mais après, c'est pour les échapper, ça c'est sûr. La descente est pas facile. Et je sens bien une chute pour nous refaire un petit Armstrong 2003 bis avec Beloki. Alors, qui Et traverse le donc, champ cette année? je pense que celui qui va tomber, ce sera Froome. Et Quintana qui traverse le champ. Ouais, Quintana, Voilà. je suis pas sûr qu'il Parce que- encaisse le champ aussi bien qu'Armstrong quand même. C'est Quintana quand même, Ouais, c'est un mec des champs. Oh, mais n'importe quoi. Première mode de terre, il fait saut de cabri, hein, mais bon. Et par Non, contre, je pense que il faut quand même Froome croiser les va doigts pour tomber, que... ça va être marrant. Ça va être marrant. Oh là là, mais n'importe quoi. On espère quand même que Froome, s'il tombe, il se pète pas le fémur comme Beloki quand même. Faut pas déconner, hein. Voilà. Vu la masse de muscles et de graisse qu'il a au sur de fémur, il risque bien de se le péter, oui. Ouais, ben. T'es quand même un petit chat Non, noir, là. non, je pense qu'il prendra pas de risque et qu'il partira quand il y aura peut-être des pertes de temps. Des mecs qui descendent pas bien, genre comme Froome. Ouais, Bon, ben. après, les chutes, ça m'étonnerait, mais des pertes de temps, c'est... Bon, je rejoins Cyril sur le fait qu'à mon avis, c'est les échappés qui vont quand même se disputer la gagne, mais qu'il va également y avoir une lutte entre les favoris, mais quelques minutes derrière, disons. Par contre, non, je ne veux pas que Froome chute ou qu'il se passe quoi que ce soit, mais pourquoi pas effectivement, ouais, entre les favoris, quelques bons descendeurs qui se distinguent et qui reprennent, mais je sais pas, une trentaine ou une quarantaine de secondes à la faveur de cette descente vers Gap. Par exemple, en 2011, j'ai le classement sous les yeux. C'est le Portugais Costa qui a gagné, là, et il y avait quand même une échappée de 26 mecs. Donc voilà, c'est vraiment l'étape pour les échapper. Ouais, voilà. Ouais, tu es tout seul, JB, sur ce coup. Ah, ouais. Voilà. Et après cette 16e étape, jour de repos donc pour les coureurs qui vont pouvoir souffler avant d'attaquer les Alpes, donc le dernier grand massif de ce Tour de France. Avec donc une étape 17, Digne-les-Bains, Pralou, qui est encore une fois sur le papier une arrivée au sommet, même sur le coup, un petit peu comme ce qu'on a eu dans les Pyrénées avec l'arrivée à Cotteret. On va avoir une arrivée au sommet, un dernier col, une montée finale qui est vraiment pas si difficile, plus difficile que Cotteret, quand même plus raide, mais là encore au niveau du kilométrage, c'est une petite Mais côte. c'est pas le Tourmalet avant, donc ça Oui, compense voilà. aussi. Avant, nous le avons col d'Alos, c'est quand même pas mal. le col d'Alos, il est surtout très long, puisque très difficile. Et puis on a également quelques autres petites côtes avant de troisième et deuxième catégorie qui peuvent également attaquer les organismes et pourquoi pas nous voir quelques beaux écarts, enfin quelques écarts, on va pas s'emballer sur la montée vers Pralou. Qu'est-ce que vous y pensez, Cyril? Ton avis sur la question? Mais déjà, contrairement à celui de Tourmalet, il y a pas du tout de plat entre les deux montées, donc ça peut être pas mal.
enfin entre la descente et la montée. Ensuite, cette étape, on pourrait penser qu'Alos sera utilisé comme tremplin pour Pralou, surtout que la descente, on l'a vu, était quand même assez difficile sur Dauphiné. Pas difficile, mais technique. Bardet l'avait bien géré d'ailleurs. Ouais. Du coup, je pense que certains attaqueront, mais pas les grands favoris, parce que... Quoique, Faut voir. Si, sur la descente, mais bon. S'il y a des favoris qui ont du temps à reprendre, à mon avis, ils peuvent tenter de faire la descente. Voilà, Voilà, mais ils attaqueront pas trop dans Alos. Non, Ils non. attaqueront dans le Non, sommet à 500 mètres de la ligne, histoire d'avoir 5 secondes, et après 35 secondes au pied de la descente, quoi. Ouais, maintenant qu'ils ont vu que ce qu'avait tenté Bardet, ça marchait, je pense qu'on va peut-être avoir, pourquoi pas, déjà, Bardet va retourner son coup, hein, ça c'est sûr et certain. pourquoi pas, à mon avis, il sera pas tout seul cette fois-ci, il y aura sans doute Oui, peut-être oui. quelques mecs qui se diront, ah, putain, ça avait marché, ça me rappelle des bons souvenirs, est-ce que je tenterais pas de faire la descente moi aussi? Et effectivement, là, Ouais. on va un petit peu retrouver d'ailleurs, peut-être potentiellement, les mêmes mecs que la veille, ou alors des mecs qui ont justement qu'on attendait la veille et qui se sont pas montrés, et qui vont se montrer, pas la veille, parce que la veille c'est la journée de repos, mais sur l'étape d'avant, avec l'arrivée à Gap. Donc c'est encore une fois, même si c'est pas une arrivée en descente, la descente peut encore avoir une petite importance sur cette étape-là. Après, je pense que, comme pour l'étape de Coterie, c'est en entrée de massif, c'est dommage, parce que je pense que ça aurait été mieux en fin. Histoire de vraiment, les favoris, ils arrivent sur une étape comme ça, ils savent que c'est leur dernière chance de prendre du temps. Ils auraient pris beaucoup plus de risques en attaquant de plomb et tout. Là, ça va être, il y aura pas beaucoup d'écart, je pense. Ouais, Hormis la descente. JB, ton avis sur la question? Encore une étape pour les échapper, à mon avis, mais avec une petite bagarre entre les leaders, notamment dans la descente du col d'Alos et après Pralou. Mais à mon avis, ça va être certainement la dernière chance des échappés de gagner une étape. Ok. Pourquoi pas, ouais, une petite échappée en montagne là. Oui, pas beaucoup, moins d'une dizaine de coureurs qui peut essayer d'aller au bout. Ouais, et c'est peut-être un scénario qu'on retrouvera également le lendemain, donc peut-être pas la dernière fois comme tu Ah dis. non, le lendemain, j'ai Parce un que autre scénario. parce que le lendemain, 18e étape entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne, c'est typiquement le genre d'étape qui se termine par une victoire des échappés avec bon une première partie de course avec des petites cotes et surtout le col du Glandon dans la seconde partie de course et derrière cette descente du col du Glandon, ben on a un petit peu de plat. Du coup, c'est vraiment pas propice à l'attaque des leaders sur cette étape et donc c'est pour ça que moi je pense personnellement qu'une échappée va se retrouver à se disputer la gagne à Saint-Jean-de-Maurienne. Qu'est-ce que vous en pensez, JB? Donc, c'est quoi ton scénario que tu sembles... Non, moi, à mon avis, le scénario, je crois, c'est comme en 2013 que c'était Dan Martin qui avait gagné une étape. Alors, je serais incapable de vous redire où, mais et justement dans la montée, ça se termine un peu comme ça, avec une montée après une longue descente et jusqu'à la ligne d'arrivée. Et justement dans la montée avant la descente, il y avait Andy Schleck, c'était son dernier coup d'éclat en montagne qui avait tenu dans la route de Froome, c'était le plus à l'aise dans la route de Froome. Et du coup, alors, je m'en souviens surtout pour ça, bien évidemment. Et donc après, des outsiders qui ont pu attaquer car le rythme des leaders n'était pas très fort. Je pense que c'est ça qui va se passer aussi, les outsiders qui vont profiter du fait que les leaders vont pas faire grand chose cette étape-là, hein, vu qu'il y a deux grosses étapes qui arrivent après. Du coup, ça va être un jour pour des gars comme Dan Martin, comme Mollema, comme peut-être Vuillermoz. Il me semble que c'était Katowski qui avait attaqué avec Dan Martin sur cette étape. Non, c'était Fuglsang, je crois, qui avait attaqué avec Dan Martin. Ah, t'es sûr? Il me semble que j'avais le souvenir d'un Katowski qui descendait n'importe comment, là, enfin, comme il a l'habitude de descendre. Je vais vérifier ça. Donc en bref, une étape pour les outsiders. Eh ben, vérifie ça. En attendant, c'est à Cyril que je pose la même question qu'à JB. Qu'est-ce que tu penses de cette étape? C'est un scénario un peu moins follet et extravagant que JB, je suppose? C'est pas brillant comme étape. Hein. Ouais. Je suis un peu pas d'accord avec toi. Ça va être bien pour les échappés, après pour les favoris, on va encore falloir attendre un jour, hein, parce que là... Alors, petite intervention, c'était à Bagnères du Bigorre, donc que Dan Martin avait gagné à 9e étape, et c'était avec Fuglsang, et Katowski avait terminé premier du sprint du peloton. Ah, ok, d'accord. Après, ils nous ont ajouté les lacets de Montvernier, ça va faire des belles images à télé, je vois pas trop... Pour les favoris, ça va pas changer grand-chose non plus, la descente a pas l'air très très compliquée. Non, là, les favoris vont vraiment arriver groupés, hein, parce que là, après, le Glandon, il est loin de l'arrivée. Ouais, là, je te rejoins, Cyril, sur le coup. Hein. Et même avant le Glandon, c'est pas très... Il y a le col de la Morte, qui est pas
qui a un nom stylé, mais qui à mon avis est pas aussi stylé que son nom. Ouais, de ce côté, de l'autre côté, il a l'air vraiment pas mal, mais de ce côté, Ouais. un peu moins. Et aussi le col de Bayard au début, ça sera pour créer une belle petite échappée, dont les membres se joueront la victoire au final, je pense. Savoir si là c'est du col de Bayard seront garnis avec la même population que la rue Bayard à Toulouse, on verra bien. Petite blague pour les Toulousains, il y a qu'eux qui comprendront, mais bon. 19e étape. Dommage qu'il soit le seul Toulousain sur le forum. Ouais, non mais je sais pas, c'est rare. Non, il y en a sur le groupe Eto. Voilà. Ouais, voilà. Dédicace. 19e étape maintenant. Là, une étape qui est beaucoup plus alléchante. Saint-Jean-de-Maurienne, la Toussuire, les Cibelles, avec le col du Chaussy en début d'étape, un petit peu de replat, et hop, on enchaîne derrière le col de la Croix de Fer. Alors, il a été annulé, il me semble, c'est lequel, c'est sur cette étape qu'il y a eu des changements. Non, c'est sur la table d'après. C'est le Galibier qui a annulé. Ah ouais, pardon, donc ok, donc col de Croix de Fer, col du Mollard, et arrivée avec à la Toussuire. Donc une arrivée au sommet d'un col de première catégorie. Seulement 138 km, donc une étape courte mais intense. Lâchez-vous sur le coup. Cyril, ton avis sur cette étape qui, moi je la trouve très sympa. Bah, elle est pas mal. Elle est pas mal, c'est vrai. Mais déjà, il y en aura le col du Glandon, comme hier. Ouais, trois Enfin, fois. comme la veille. Et comme le lendemain, sans doute. Oui, sans doute. Après, le col du Mollard, il le met tout le temps, c'est pas trop pourquoi. Il a un nom assez stylé aussi, hein, c'est pas pour dire. Ouais, mais je sais pas. Parce Au qu'il final, s'appelle comme Rudy Mollard, quand... c'est pour ça. Ouais, Et c'est pour oui, ça voilà, évidemment. Quand tu vois une carte et tout, tu peux dire que ils auraient pu aller cash sur la Toussuire sans passer par ce petit col qui va pas changer grand chose, à mon avis. Mais ça, ils veulent tout le temps le mettre pour rajouter quelques points à la montagne, sans doute. Et du coup, ensuite, la Toussuire, je sais que Pinot aime beaucoup cette montée. Il avait dit que c'était une de ses montées préférées dans les Alpes. Donc j'espère qu'il fera un truc. S'il est pas tombé dans la descente. Non, mais ça, c'est plus lui, ça. Mais bon, bref. Ça va jouer là, c'est pour les favoris. Là, il y aura pas d'échappée, ils vont pas laisser faire. Et puis l'étape voilà. est vachement courte, on peut avoir, disons, des attaques de loin sur celle-ci, ou pourquoi pas des grandes opérations de la part d'une équipe avec un final où il y a vraiment pas un seul mètre de plat, dès qu'on aborde le col de la Croix de Fer. Donc potentiellement... Ouais, ça va être des échappées où il y aurait des leaders qui placeraient les équipiers, ouais. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, effectivement. JB, ton avis sur la question? Alors, à mon avis, on va avoir une grosse explication entre les favoris. Entre ce jour-là et le lendemain, ça va être là que vraiment le classement général du Tour va terminer de se façonner. Et la Toussuire, c'est quand même une montée assez roulante, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc je pense que Froome pourra essayer de continuer la casse. Par exemple, avec des gars comme Quintana, qui lui, je pense, va plutôt se réserver pour le lendemain, où il pourra essayer de mettre le feu à l'Alpe d'Huez. Donc pourquoi pas Froome et Pinot aussi, qui avaient fait une bonne impression. C'était en 2012, je crois, qui est avec cette étape justement où Froome s'était énervé car Wiggins n'arrivait pas à le suivre dans la Toussuire. Et donc Pinot est arrivé à accrocher la roue des deux Sky. Donc justement, on a dit Froome et Pinot vont être les deux grands animateurs de cette dernière montée. Ouais, et comme tu dis, la crainte qu'on peut avoir, ça serait qu'on ait un beau profil, hein, ça on l'a c'est sûr, mais qu'on ait des favoris qui soient un petit peu frileux en vue de l'étape qu'il y a le lendemain, quoi. C'est ça. C'est malheureusement, c'est quelque chose qui peut se passer, hein. Et surtout vu que la Toussuire c'est quand même pas mal roulant, du coup ça peut pas vraiment inciter les favoris à... Ouais, mais généralement, les Alpes, c'est toujours plus ou moins roulant, là. Les Alpes, mais d'une Tour de France, en général. L'Alpe d'Huez, c'est pas non plus la mort physique. Ouais, l'Alpe d'Huez c'est quand même 10% de moyenne, c'est beau quand même. Ça se rapproche. Un peu moins. Oui, mais c'est du neuf et des poussières, ça se rapproche plus d'un col italien qu'un col français quand même. Bref, et bien justement, ça nous fait une parfaite transition pour l'étape 20. L'étape reine, on peut dire du Tour, enfin en tout cas celle qui est vendue comme l'étape reine avec alors le col du Glandon, hein, pas le col du Galibier qui a été prévu à l'origine, qui a été fermé parce que un des tunnels. En fait, voilà. là, on n'en sait rien. En fait, on dit ça, mais ils ont toujours pas communiqué. ASO, se trouve, nous faire un truc. ASO a communiqué que le Galibier n'y serait pas, mais il n'a pas communiqué sur. Ouais, ils n'ont pas communiqué sur remplaçante. On peut deviner que ce soit la Croix de Fer pour le Glandon. Ouais, pourquoi pas exactement. Le col du Galibier qui a été fermé parce qu'il y a un tunnel qui menace de s'écrouler. Effectivement. Ouais, voilà. Effectivement, on peut comprendre qu'il ferme. Bon. C'est du détail. Pour moi, c'est du détail. Moi, j'aurais laissé quand même les mecs passer. Hein. Bon, enfin, il y a même la route, il y a un éboulement qui a fait que la route est même pas libre, je crois, comme ça. Mais voilà, quoi, putain, mais ouais, les VTT seront à l'aise. Un Perrault qui gagne l'étape, moi, je dis. Bon, c'est pas grave.
Donc voilà, donc potentiellement Claude Duglandon, on peut dire, c'est ça. Pour l'instant, c'est le remplaçant le plus Le plus probable, le ouais. plus probable, voilà. Une descente et de suite on attaque l'Alpe d'Huez. Donc une étape extrêmement courte comme hier. Hier, la veille, 110 km, ouais. voilà, 110 ouais. km seulement. C'est un petit peu, ça fait 2 fois qu'on la voit une étape de l'Alpe d'Huez qui est très courte et très nerveuse. Souvent, on a souvent mais quelque chose d'assez plaisant à regarder. Avec pourquoi pas, comme la veille, des attaques de loin. Qu'est-ce que vous en pensez? JB, ton avis? Là, il y a, pour l'étape d'avant, j'avais dit peut-être Froome. Là, je vais dire Quintana qui va parachever son très beau Tour de France sur cette étape-là. Et je sens que là, les Movistar vont même prendre le peloton en main dès le Glandon, peut-être, certainement. Et pour après envoyer Quintana dans les meilleures conditions sur l'Alpe d'Huez. Ok, ok. Et Cyril, Mais je sais ok, pas. ok, Cyril, merci. Non, Merci. c'est difficile à dire parce que vu qu'on n'a pas le profil de finale, on peut pas trop tirer des plans sur la comète qu'on n'a pas encore vue. Ouais, mais ce qu'on peut dire, Euh, c'est que le profil va être grosso modo, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y aura 2 montées avec la deuxième montée ce sera l'Alpe d'Huez, ce sera un kilométrage court. Quand même, même s'ils changent le profil et le premier col qu'il va y avoir dans la journée, la philosophie d'étape sera la même, ce sera court avec deux côtes oui, c'est vrai, mais bon, et l'Alpe d'Huez en montée finale. le Galibier comme il était prévu là, c'est un truc quand même vraiment costaud. Ce sera un peu moins dur, je pense, quoi qu'il fasse ailleurs. Ça sera un peu moins dur et je pense aussi qu'il y aura peut-être un peu plus de plat entre les deux montées. Bah, pas beaucoup, un truc pas insignifiant, mais genre quelques kilomètres de plus, mais Ouais, mais encore éloigner le sommet du premier col, du pied de l'Alpe d'Huez, donc peut-être que ça va faire peur à certaines équipes et tout, les ouais, du frileux. coup, peut-être, ouais, c'est peut-être ces kilomètres qui vont faire qu'il n'y aura pas des grandes opérations de lancer sur cette étape, même si j'espère me tromper. Et du coup, si le col du Galibier n'est pas gardé, ce qui semble être le cas, le sommet, le plus haut sommet du col, ça serait le col d'Alos qu'on a sur l'étape 17. Je me rends compte de ça, voilà. Donc, Le plus haut sommet du Tour. ouais, 2250 mètres d'altitude. Pour Mm. l'instant, c'est Ce celui que sera je la note comme étant le plus haut. Chimacopi. Ouais, c'est le souvenir des Granges, je crois, sur le tour, il me semble, un truc comme ça, le nom qu'il a. Ouais, Henri Desgranges, ouais. C'est ça. Eh ben exactement, là sur le col du Galibier, là sur les profils qu'on regarde, parce que pour l'instant, on a eu les profils avant que le Galibier soit supprimé. Mm. Très bien. Bon, mais voilà. C'est vrai que cette étape 20, c'est un petit peu l'inconnu du fait qu'on n'a pas encore le profil total, enfin, final. Mais bon. En tout cas, l'Alpe d'Huez sera là sur la communauté finale, donc pour moi, je vois vraiment les favoris s'expliquer une dernière fois dans cette étape. Et potentiellement, l'Alpe d'Huez, elle a vu quelques faillites, quelques Mm. craquantes mythiques. Ben oui. Donc pourquoi pas. Et donc, on conclut le Tour de France avec la 21e et dernière étape entre Sèvres et Paris-Champs-Élysées, tout simplement. Seulement 109 km, hein, c'est normal. Hein, on a bien souvent l'étape 21 est relativement courte. Hein, c'est plus une parade qu'autre chose, sauf quand on rentre sur les Champs-Élysées. Donc voilà. Normalement, je pense qu'on va être à peu près tous d'accord sur le scénario de cette dernière étape. Oui, bah, un sprint, hein, sur certains. Ouais. Cyril, tu Oui, acquiesces là, oui. aussi. Ben voilà. Je pense que ouais, effectivement, c'est Le plus beau sprint au monde. exact. Ouais, c'est en tout cas celui qui a le plus beau panneau Raphaël Leboeuf. Le plus beau cadre, ouais, parce que sinon l'étape Exactement. est assez chiante quand même, hein. Oui, voilà, c'est des tours autour des Champs-Élysées. Quoi. Voilà. Est-ce que cette année ils mettent en tour autour de l'Arc de Triomphe encore? Je ne sais pas du tout. Ça. Ouais, si, oui. Ils l'ont gardé ça. Waouh, bientôt, putain. Ouais, dommage que ce soit pas en soirée, c'était bien quand c'était en soirée. Ah oui, sur Ah, les ça, courses. c'est fini. Ouais. L'arrivée est quand même prévue à 19h. Après 19h, ouais. À 19h, il fait encore jour, enfin, ça. Oui, c'est vrai, c'est Mais vrai. bon, la remise enfin, les podiums se feront alors peut-être entre Coucher du soleil. chien et loup. Oh là là, putain, c'est ça. En fait, sur le Tour de France, c'est bien. On a des podiums qui sont sur des cadres magnifiques. Moi, je préférais quand même qu'on ait des courses de vélo sur des cadres magnifiques que sur que des podiums, mais bon. Mais bon. Ben voilà, on a fait le tour des 21 étapes et donc alors là c'est à mon tour de faire un petit résumé. Grosso modo, j'ai pris des notes sur ce qu'on a au total, donc très rapidement. C'est parti pour mon monologue de 2-3 minutes là. Donc 21 étapes, on a donc un seul contre-la-montre individuel qui fait sur l'étape inaugurale de 14 km. On a également un contre-la-montre par équipe sur la 9e étape de 28 km. On a une étape pavée sur le quatrième jour. Avec 6 secteurs pavés dans les derniers kilomètres notamment. Nous avons 4 étapes
plus ou moins pour puncher. Nous avons donc l'étape qui arrive à Huy, celle qui arrive au mur de Bretagne et celle qui arrive à Mende, enfin, dans la descente juste après la montée l'Orange à la mer, donc qui est pour les punchers également, et potentiellement l'étape 6 au Havre, où là ça sera plus pour les punchers sprinters que pour les vrais punchers. Ensuite on a 7 étapes de montagne, dont 6 arrivées au sommet, ce qui est assez énorme, on va y revenir dessus. Donc la Pierre Saint-Martin, Cotteret, Plateau de Beille, Pralou, la Toussuire et l'Alpe d'Huez donc. Nous avons ensuite 2 étapes pour baroudeur, on est à peu près sur le coup, l'étape qui arrive à Rodez et celle qui arrive à Gap. Bon, même si JB dit que sur celle qui arrive à Gap, il verrait bien les favoris s'expliquer et se la jouer celle-ci. Quoi qu'il arrive, même si les baroudeurs n'arrivent pas sur cette étape-là, les favoris se montreront. Et enfin, pour les sprinters, seulement 5 étapes au maximum, voire 4. En tout cas, l'étape 2, 5, 7 et 21 leur semblent destinées. Mais l'étape 15, donc, comme on l'a dit, avec le fameux col, je ne sais plus comment il s'appelle, col de l'Escriné, voilà, qui est en deuxième partie d'étape. On ne sait pas trop encore si ça va être pour les sprinters ou pas. On semble quand même partir entre nous pour dire que ça pourrait pourquoi pas leur s'ouvrir sur cette étape 15. Donc, des sprinters qui sont un petit peu laissés pour compte sur ce Tour de France avec pas beaucoup d'étapes qui leur sont destinées. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour étape par étape, j'ai envie de vous poser quelques petites questions, quelques petits débats là sur lesquels on va revenir pendant un petit peu quelques temps. Juste les grandes interrogations qu'on avait sur ce Tour de France et on a eu les réponses avec le parcours. Donc déjà, première question, comment vous vous positionnez par rapport au kilométrage contre la montre cette année, qui est vraiment très réduit par rapport à ce qu'on a vu lors des années précédentes et qui est un petit peu inédit par rapport, je sais pas combien ça fait d'années qu'on a vu un si peu de kilométrage contre la montre. Je me demande si c'est pas d'ailleurs une première, seulement 13 km de contre la montre individuel. C'est quelque chose d'assez inédit. Donc qu'est-ce que vous en pensez, JB, ton avis sur la question peut-être? Bah, il en faut pour tout le monde, hein. D'habitude, il y a pas mal de contre-la-montre qui peuvent bénéficier déjà à l'attentisme en montagne, hein. Les grimpeurs qui savent bien rouler peuvent très bien attendre le contre-la-montre pour déposer les grimpeurs qui ont plus de difficultés en contre-la-montre. Là, ça va peut-être favoriser les attaques, favoriser la prise de risque. Surtout que le seul contre-la-montre qu'il y a, en plus, il est par équipe et en plus, il est à la 9e étape. Et voilà, il en faut pour tout le monde. Moi, j'aime bien aussi ce parcours-là et en tout cas, il est fait pour le spectacle. Espérons qu'on en aura. Ouais, comme tu l'as dit, effectivement, un seul contre-la-montre individuel et un contre-la-montre par équipe qui, comme arrive sur la 9e étape, comme on l'a précisé quand on a abordé cette étape, comme il est sur la 9e étape, après les pavés notamment, on peut avoir des écarts plus importants qu'à l'accoutumée sur ce genre d'exercice, effectivement. Donc voilà. Cyril, ton avis sur ce kilométrage qui pourra avantager des mecs comme Quintana, des mecs comme Rodriguez? Ben, j'ai l'impression en fait que moi, plus ça va, moins il y a de contre-montre sur le Tour de France en fait. Ah, mais En fait, tous les ans, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de contre-montre et ça fait quelques années, ouais. et oui, en fait, il y a 2-3 ans, on avait encore 2 contre-la-montre individuels. L'année dernière, on avait un seul, il me semble. Un seul long, en tout cas. Et cette année, Ouais. il n'y en a plus. C'est vrai que ça réduit. Ouais. Il y a de moins en moins et même quand il y en a, ils sont vallonnés généralement. Donc, ouais, c'est une idée. Après, je suis pas forcément d'accord que ça favorise forcément le spectacle. Parce que moi, contre la montre qui justement crée des écarts entre les vrais rouleurs et les vrais grimpeurs, enfin entre ceux qui roulent mieux et ceux qui grimpent mieux, ça favorise justement plus d'attaques, je pense, parmi les grimpeurs. Oui, mais là justement, les grimpeurs qui savent bien rouler, quand il y a un contre-la-montre, ils savent que même en ayant parfois une minute de retard sur un Rodriguez, par exemple, ils peuvent facilement le Après, combler avec le contre-la-montre. Alors après, que je suis là, ils vont d'accord. être obligés d'attaquer aussi. Là, je suis d'accord, mais ça, c'est quand on part du principe que ce soit le contre-la-montre à la veille de l'arrivée. Ça, je suis pas forcément fan non plus. Mais genre un contre-la-montre, tu mets 30 km entre deux massifs, comme ça. Je pense que c'est pas une mauvaise idée non plus, parce que là, ça va vraiment, ça va jouer à l'attentisme. En plus, il y a beaucoup de finales en montée, donc les étapes de montagne vont beaucoup se jouer parmi les favoris à la montée finale, j'ai l'impression. En Ouais, et montée puis, finale. C'est un peu le cas dans toutes les étapes de montagne maintenant, hein. Oui, 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 Les mais c'est attaques sûr. à 100 km de l'arrivée sont Ah, je suis extrêmement rares. Je suis d'accord, mais ça c'est parce que on a quasiment que des arrivants au sommet. Donc ça oblige enfin ça oblige. Ça encourage pas du tout les coureurs à prendre des risques. ouais, et puis en fait, plus que mettre plus de spectacle, le fait d'enlever des contre-la-montre, ce que je trouve en fait que ça donne plus de potentiel vainqueur
au Tour de France, plus que de mettre du spectacle. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des coureurs qui étaient quasiment mis hors de la victoire finale du fait de leur du fait qu'ils étaient pas bons contre la montre, de leur voilà. Un mec comme Rodriguez, il savait que quand il y avait un voire deux contre la montre de 30-40 km, il savait qu'il était hors de question pour lui de gagner le Tour, à moins qu'il soit vraiment quasiment une jambe au-dessus de tout le monde en montagne. Et pareil pour quelqu'un comme Quintana, voilà. Et donc on avait forcément une victoire finale la lutte se faisait entre 3 à 4 coureurs maximum. Le fait d'avoir très peu de contre-la-montre, ça ouvre en fait la victoire finale à tous les bons grimpeurs. Et donc du coup, Froome en fait partie, il est moins avantagé parce qu'il a moins de contre-la-montre, mais il y a des mecs comme Quintana qui peuvent maintenant également y prétendre, des mecs comme Rodriguez, pourquoi pas. Alors, bon après, on en débattra lorsqu'on abordera précisément les coureurs, mais bon, des purs grimpeurs également, comme Pinot, etc., Bardet, sont des mecs qui vont plus être handicapés par le fait qu'il y ait beaucoup de contre-la-montre et qui donc peuvent se retrouver beaucoup plus haut que s'ils avaient affronté un, voire deux l'effort individuel chronométré, quoi. Après, si Bardet ou Pinot gagnent le Tour de France, ça sera quand même Non, mais l'intervention du Saint-Esprit, là. Non, mais je parle vraiment du profil de coureur, en fait. Voilà, ce que je veux dire, c'est que avant le Tour de France était destiné pour des mecs qui grimpaient bien et roulaient bien. Là, sur cette édition, il va être destiné à un mec qui grimpe bien. Ce sera juste le meilleur grimpeur et celui qui évitera le plus les chutes et les cassures sur la première semaine qui sera désigné vainqueur. Et pas forcément un mec qui est complet. Après, Vienne Pinot, je pense que tu lui fais un contre-la-montre pas trop long, genre une vingtaine de kilomètres et pas trop technique. Et il peut faire, en fin de tour, il peut être dans les 10 premiers. Oui, mais ça sera toujours une Enfin, épine. à voir qu'il y a aussi, hein. Oui, non, ça sera toujours une épine dans son pied par rapport à des mecs comme Froome, quoi qu'il arrive. Ouais, mais c'est une moins grosse épine que pour Bardet, par exemple. Mais bon, ça. Oui, non, mais voilà, mais j'ai cité les noms juste pour donner Oui, non, je suis d'accord. le profil des mecs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, là, en fait, le Tour va se résumer à qui est le meilleur grimpeur du peloton, quoi, cette année. Malgré qu'ils mettent également quelques pavés, etc. Mais On verra en abordant les favoris. ouais, effectivement. Mais bon, voilà, c'est juste que sur le coup, voilà. Mais quoi qu'il arrive, je pense que à partir de l'année prochaine, on va retrouver un Tour de France où on va avoir au moins un contre-la-montre. Et ça m'étonnerait pas qu'ils mettent la sauce sur les contre-la-montre après avoir fait une édition où il y en avait pas beaucoup. Parce qu'ils aiment bien faire ça, genre on fait une année un petit peu pour les grimpeurs, une année pour les rouleurs. Voilà, il y a pas si longtemps que ça qu'il y avait deux contre-la-montre sur le Tour de France, mais l'année de Wiggins. Oui. Wiggins en 2012, il a gagné avec deux L'année contre-la-montre. de Froome aussi, en 2013, je crois qu'il y en avait deux. Il y en avait Enfin, deux ou deux un plus le prologue, je crois. Oui, il Un faudra au revenir. Mont-Saint-Michel et un à Chartres. Ah, peut-être. Mais Mont-Saint-Michel, c'était pas un contre-la-montre par équipe ou un truc comme ça? Je sais plus. Ah, je sais pas. Bah bon. Je vais regarder ça, je vous dis tout de C'est suite. c'est pas non plus porté disparu les tracés du Tour de France avec deux contre-la-montre. C'est juste que cette année, ils ont voulu varier un peu et c'est pas si mal parce que ça Oui, ça non, offre mais la possibilité de gagner à des mecs qui d'habitude regardaient de loin les mecs se battre, quoi. Voilà. oui, Donc, il y avait lorsque Froome gagne le Tour, il y avait un contre-la-montre au Mont-Saint-Michel et un autre à Chorges. Mais Georges, il était vallonné, c'était je crois que c'est quand il était tombé, Pirol. ouais, exactement. C'est un contre-la-montre vallonné. Il y avait deux bosses et tout. Je me rappelle que ouais, Oui, Pirol, c'était Vautry. exactement. Mm. Ok, bon ben, je pense que on peut enchaîner avec une deuxième petite question. Alors, je pense que ça va être plutôt rapide sur celle-ci. C'était juste une petite observation que j'ai fait personnellement. C'est que j'ai l'impression que cette année, il y a beaucoup plus d'étapes pour puncher. Avant le Tour, on a toujours eu en effet une, voire maximum deux étapes avec un petit raidillon au final qui souriait au puncher. Mais cette année, moi, je dénombre quand même l'arrivée au mur de Huy, Mende, le mur de Bretagne et voire l'arrivée au Havre qui, même si elle va pas être pour les pure punchers, est vraiment destinée aux punchers sprinters, à des mecs comme Sagan ou Matthews. C'est quand même quelque chose qu'on voyait pas jusqu'avant. Et même s'ils ont mis moins de contre-la-montre cette année, ils ont rajouté des étapes pour punchers. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril, ton avis? Ben, ouais, c'est bien pour les punchers, mais les punchers, ils ont plus d'occasions de gagner que les sprinters, je pense, dans l'année. Du coup, les sprinters, ils sont, Tu fais quoi avec ton micro là, Cyril? Parce que désolé, les sprinters, ils sont victimisés par l'organisation. ah, Oh, oui, les c'est- pauvres choux, c'est vrai, ils gagnent que 50 étapes par an. Non, mais je trouve C'est franchement vrai que ça fait pas assez. cette année, il manque vraiment d'étapes pour sprinters. Mais peut-être que, après, c'est vrai que ces étapes toutes plates où on se fait chier, c'est pas bien, mais des étapes où il y a plus de suspense, cette étape de Rodez pour ça, elle est pas mal, l'étape de Rodez. C'est, tu mets une étape comme ça en début de tour, où il y aura peut-être moins de baroudeurs qui tenteront leur chance. Ça serait une étape où ça pourrait jouer entre les punchers et les sprinters. Là, c'est vraiment des étapes clairement où tu laisses pas ta chance aux sprinters, donc ouais, il faut, au lieu de mettre des étapes à la ou très plates ou pour puncher pur, faire ouais des profils un petit peu
plus mix, Oui. des genres de Milan-San Remo, quoi, où on sait pas trop qui va gagner la lutte entre les Voilà, punchers voilà. et les sprinters. Exactement. Voilà, bon, pas obligé de foutre 300 bandes tous les jours quand même, mais bon, grosso modo. Après, ça, c'est une année, c'est pas tous les ans. Donc, cette année, ça peut passer et tout. Ceux qui n'aura pas quitté, donc, avait dit, je vais aller gagner les 5. Donc, On ne sait pas s'il y a pas Kittel. oui, ouais. Kittel, même s'il sera là, et il va vite faire demi-tour, je pense. Ok, ok. Bon, JB, ton avis sur en fait, on a fait 2 questions en un parce que j'avais prévu l'étape pour sprinter qui étaient peu nombreux cette Non, mais année. oui, voilà, les punchers, cette année, sur le parcours, ils ont pris le pas sur le sprinter. Et pour le maillot vert, ça donne Sagan encore plus favori pour gagner, lui qui peut sprinter et il peut être dans les top 5 en première C'est vrai. semaine de beaucoup d'étapes. C'est vrai, même s'il y a quand même désolé, il y a quand même un petit Oui, changement de barème j'ai vu oui. ça qui avantagerait plutôt les vainqueurs que les déplacés, mais je pense que Sagan, cette année, même si le barème l'est moins avantageux, le tracé l'est plus. Mais Donc, je pense qu'il si je dis pas de bêtises, le barème des sprints intermédiaires n'a pas changé, reste quand même assez élevé du coup. Mais oui, je après, crois. Sagan dans les étapes de montagne, il peut aussi partir en échappée, passer un voire même 2 cols et gagner le sprint intermédiaire de l'étape. Du coup, Oui, il y a ça aussi, ouais. il reste toujours ultra favori pour le maillot vert. Voilà. Et en fin d'étape, être une rampe de lancement pour Contador sur l'étape de montagne. Bon, il peut tout faire, Voilà, Sagan. pourquoi pas, ben oui. Hein. Mais Tinkoff ne l'aime pas, donc Ouais, il gagne pas assez, hein, qu'est-ce qu'il veut. Zinkov, il est un peu difficile comme mec, mais bon. un peu, c'est un euphémisme. Ouais, mais moi aussi, je pense que, en fait, l'étape pour puncher, je trouve que ça change, en fait, par rapport, ça reste des Hmm. étapes qui sont pas forcément hyper palpitantes, on doit bien l'avouer, parce qu'un petit peu comme les étapes pour sprinter, souvent sur l'étape, les profils qu'on a, on va avoir des étapes qui vont bouger dans les 10, 15 derniers kilomètres, comme Ah, c'est ça, ouais. comme les sprints massifs. Mais disons que ça change. Avant, on avait ça qu'avec des sprinters, et ben maintenant, on a ça avec les punchers et les sprinters. Je trouve quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas. Ouais, je sais pas, les sprinters se font quand même un petit peu plus enfler cette année quand même, qui est seulement 4 voire maximum 5 étapes qui leur sont destinées. C'est un petit peu limite, ouais. Ils devraient peut-être aux alentours de 5-6 plus que, enfin, j'aurais bien aimé en voir une ou deux de plus, quoi, pour eux. Parce que quand même, en fait, par rapport aux autres grands tours que sont la Volta et le Giro, en fait, le Tour de France, c'est un petit peu là que tous les meilleurs sprinters du monde se réunissent, quoi. Donc c'est un petit peu pour ça que j'aime bien justement voir pas mal d'étapes de sprinters sur le Tour. C'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs, sauf sur les grandes classiques vraiment, où vraiment les meilleurs sprinters, c'est quand même assez impressionnant qu'ils soient là sur le Tour de France, parce que le Tour de France c'est à la fois les meilleurs grimpeurs du monde, mais aussi les meilleurs sprinters, hein, ce qu'on voit nulle part ailleurs. Hein. Par exemple, on a peut-être que justement ces étapes pour punchers sont là également pour que le Tour de France ça devienne également les meilleurs punchers du monde, hein, parce qu'il y en a comme Gilbert cette année qui font l'impasse comme tous les ans. Gilbert il est blessé, je crois. Oui, Oui, voilà, il y a un problème. mais les punchers, on a rarement tous les punchers qui font le Tour de France. Voilà, et le fait de rajouter des pavés, de rajouter des étapes pour puncher maintenant cette année, peut-être que c'est l'ambition des organisateurs du Tour, c'est de ramener tout simplement tous les meilleurs coureurs dans tous les domaines que ce soit, quoi. Oh là là. Ouais, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ok, bon on peut passer sur les derniers petits débats qu'il peut y avoir. C'est le nombre d'arrivées au sommet qu'il y a cette année, que je trouve assez impressionnant. Il y a 6 arrivées au sommet, même s'il y en a 2 qu'on peut dire qui sont pas forcément des arrivées au sommet pures. Ouais, c'est des mi-sommets, quoi. Voilà, exactement. Disons qu'il y en a que 5, voilà. Il y en a 2, c'est des 0,5 arrivés au sommet, disons. Mais c'est quand même beaucoup plus, j'ai l'impression, que les années précédentes, où souvent, par massif, on n'avait qu'une arrivée au sommet, voire 2, quand c'était les Voilà, Alpes. et généralement, c'était des arrivées sur le plat après, Oui, voilà, après après plusieurs cols qui étaient passés. exactement. En général, je crois que c'était plutôt une arrivée pendant le premier massif et 2 pendant le deuxième. Voilà, c'était exactement ça, et on avait notamment dans les Pyrénées toujours le col du Tourmalet, hop, 50 km et arrivé à Pau. Voilà, l'étape Ça va. Ça, c'était inutile débile par aussi. exemple, mais bon, voilà. Et ben, cette année, ils nous l'ont pas fait, et on a beaucoup d'arrivées au sommet, c'est vraiment quelque chose qui change. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril? Ben, l'exemple de l'étape que tu dis, là, je me rappelle, c'était il y a 3-4 ans, là, ils avaient fait un Luchampo, ils arrivaient après le... Ah mais le- ils la font tous les ans celle-là. Hein. Même si la ville de départ change, c'est toujours Tourmalet et arriver à Pau avec 50 km de plat entre les deux. C'est ça. Non, mais justement, ils la font plus. Et ça, c'était débile, mais l'enchaînement d'arriver au sommet, je trouve ça débile aussi. S'ils vont d'un extrême à l'autre, là, bientôt, bah, je pense qu'ils vont quand même pas faire comme la Vuelta, parce que la Vuelta, laisse tomber, c'est beaucoup trop. Alors, c'est le moins intéressant, c'est pour ça. Mais moi, je suis pas fan des arrivées en sommet, donc je dirais que 3 presque, je trouverais ça trop, alors qu'il y en a 6.
Ensuite, il y a aussi dans cette problématique, il y a aussi le truc que les arrivées en sommet, elles sont vraiment en fin de parcours de massif. Du coup, ça invite pas à l'offensif, je trouve. Parce qu'après, tu peux mettre des arrivées le truc de la pierre Saint-Martin, je trouve ça pas con. Mais ensuite, vu qu'il y a le plateau de Belle derrière, l'étape entre les deux va être un peu escamotée, à mon avis. Ouais, ouais. Mais moi, ce que je trouve, c'est pas forcément une mauvaise idée de foutre plus d'arrivées au sommet. Bon, si, c'est peut-être trop, surtout qu'il y en a deux vraiment, je trouve que ils ont mis ça parce qu'ils se sont dit, ah, il faut d'arriver au sommet en plus. Là, je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais, je trouve qu'en fait, les organisateurs pensent que si on met une arrivée au sommet, ça veut dire automatiquement plus de spectacles. J'ai l'impression qu'ils se disent que Oui, c'est ça, ouais. spectacle égale arrivée au sommet, alors qu'on le voit tous les ans sur les autres grands tours, notamment sur le Giro, avec des arrivées en descente, ou même des arrivées un petit peu tortueuses et pas forcément des étapes de montagne, qui peuvent également faire du spectacle. Et à la place de foutre des arrivées au sommet, on peut mettre une arrivée en descente, ou, enfin, il y a plein de possibilités. Enfin, il n'y en a pas non plus 36, mais l'arrivée au sommet, c'est pas toujours un symbole de spectacle. On a beaucoup de fois, notamment ces dernières années, beaucoup d'arrivées au sommet qui sont un peu escamotées, où en fait tout se joue sur les 3 derniers kilomètres, et c'est tout sauf intéressant, quoi. Même Ouais, genre c'est faire ça. une arrivée même une arrivée avec en descente, mais avec genre 2 ou 3 cols avant pour fatiguer les organismes, peut faire beaucoup plus d'écart qu'une arrivée sèche au sommet, même quelle que soit la difficulté du col. Et ça, j'espère qu'ils vont le comprendre et pourquoi pas nous en offrir plus. Alors, je suis pas forcément négatif sur le fait qu'ils mettent plus d'arrivées au sommet, mais voilà, comme tu dis, Cyril, il y a un juste milieu, quoi. Parce que les c'est que ça, c'est un raisonnement de quelqu'un qui regarde le Tour de France, mais qui regarde que ça dans l'année. Le truc de arriver en sommet égale spectacle. Et que quand même, les mecs qui tracent le Tour de France, c'est quand même pas des cons. C'est tous des anciens coureurs et tout. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils écoutent ce que France Télé leur dit. Ça fait plus de gens qui regardent quand c'est l'arrivée en sommet. Donc, il faut faire ça. Je sais pas, je trouve ça bizarre, mais ça se trouve, c'est une année comme ça. Et l'an prochain, ça sera mieux. On verra. C'est comme ça. Ouais, ouais, peut-être, ouais. JB, ton avis sur la question sur... Ben, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais il faut quand même avouer que les arrivées en montée, c'est là où les leaders sont les plus enclins à attaquer pour faire des écarts. Tu peux faire plus d'écarts en attaquant sur une montée qu'en attaquant dans la descente. À la descente, tu peux toujours être repris par un gars qui va avoir une meilleure aspiration ou de meilleurs équipiers pour l'accompagner. Alors que sur une montée, si le gars est mal, ben, tu peux faire beaucoup d'écarts. Et ça, Donc, c'est pas faux, mais si c'est comme ça, c'est parce que justement, il y a beaucoup d'arrivées en sommet, donc les mecs, ils vont pas tenter, quand ils arrivent en descente, de faire du spectacle, parce que tu prends une étape où, voilà, ben là du coup il faut être extrême. Soit on met que des arrivées en sommet, soit que des arrivées après une descente. alors, on peut faire un mélange, mais une arrivée en descente, si tu fous un enchaînement de col dur avant, avec un dernier col bien dur, les mecs, ils peuvent attaquer comme si Ça dépend ce qu'il y a après. Si par exemple à la place de l'étape de la Toussuire, il y avait l'étape là que je décris avec de gros cols et une arrivée après en descente, les mecs n'auraient rien fait car ils savaient qu'il y avait l'Alpe d'Huez le lendemain. Voilà, mais donc justement, l'Alpe d'Huez, faudrait plutôt le mettre une étape comme l'Alpe d'Huez la veille, et le lendemain, une étape où, plutôt arriver en descente, histoire d'obliger les mecs à prendre des risques avant le sommet qui n'existerait pas justement. Ce serait une descente, donc ils devraient attaquer 30, 40 bandes de l'arrivée. Voilà. Ouais, comme on a vu le faire sur le Giro. Sur le Giro, alors il y avait également beaucoup d'arrivées au sommet. En fait, j'ai rien contre ces arrivées au sommet, mais c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ces 6 arrivées au sommet là, c'est trop, et que ça enlève des possibilités, voilà, qu'on en mette que 4 par exemple, et que à la place, ça enlève des possibilités, d'autres possibilités de type de spectacle. Parce qu'en fait, les arrivées au sommet, ça ne correspond qu'à un seul type de coureur, c'est les purs grimpeurs, et sur un Tour de France, on a très souvent un ou deux mecs qui se démarquent, et en fait, les arrivées au sommet, ça va se résumer à rapidement, je pense à un duel, voire à un trio s'il y a un mec qui arrive à s'accrocher. Enfin, il y a toujours 2 ou 3 mecs qui dominent la montagne. Et en fait, comme je l'ai dit, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de contre la montre, ça ouvrait vraiment des possibilités à plus de coureurs. Mais ces arrivées au sommet, en même temps, réduisent le fait qu'il y ait autant d'arrivées au sommet. Alors que mettre de la diversité dans les étapes décisives, des arrivées en descente, etc., ça offre des possibilités de gagner du temps à d'autres coureurs que ces 3-là qui vont dominer la montagne. Après, je peux pas vous dire lesquels sont les 3-là, même si j'ai ma petite idée, mais on verra bien, quoi. Mais voilà, en soi, le parcours, ils ont tenté un truc. C'est déjà ça, de mettre plus d'arrivées au sommet. Mais j'aurais aimé voir également d'autres choses, voir une vraie arrivée en descente, parce que l'arrivée en descente de Gap, pardon, il y en a une. Mais la montée qui avance, ça a beau être un petit col, c'est pas assez dur pour faire de la sélection vraiment dans la descente ou au sommet de ce col. Donc j'aurais bien aimé une vraie arrivée en descente ou ce genre de choses comme ça. Mais je sais pas. Là,
je suis pas non plus déçu par ce parcours, hein, que je trouve assez sympathique, qui change par rapport aux années précédentes, dans certains points, mais sur le coup, j'ai l'impression qu'en fait, ils misent que sur un seul type d'étape pour faire le spectacle sur le tour, et c'est dommage, alors que il aurait pu avoir un ou deux autres profils différents qui auraient pu faire sourire à d'autres coureurs, quoi. Voilà, vous avez des choses à rajouter? Non, non, non. Non, c'est bon, on a bien débattu. Très bien, très bien. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. Vous êtes à peu préparés si vous voulez regarder le Tour de France. Vous connaissez à peu près ce qu'on va devoir affronter les coureurs. Mais ne partez pas tout de suite. Enfin, si vous le regardez le jour même de la sortie du podcast. Parce que il va y avoir des suites à ce podcast, comme on l'a dit en début d'émission. À suivre. Une émission sur les sprinters. Une émission sur les baroudeurs / punchers. Enfin, une émission un petit peu sur tous les coureurs qu'on va pas trop citer. Qu'on ne citera pas lorsqu'on évoquera les sprinters ou les favoris. Parce qu'en effet, également, les favoris sont à suivre, ça sera certainement les podcasts qu'on publiera en dernier, sans doute en 2 parties, sur tous les coureurs qu'il faudra suivre pour le classement général. Donc voilà, surtout restez co si vous avez aimé ce que vous avez entendu là. C'était un petit peu brouillon, je dois bien l'avouer, on s'est un petit peu dispersé de temps en temps, mais bon, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais je pense qu'on peut conclure. Vous avez quelque chose à dire, un dernier mot, quelque chose à dire aux auditeurs? Cyril, peut-être Un Colombien gagnera le Tour de France cette D'accord. année. Oh, ça ouvre pas non plus des masses de possibilités, parce que... Uran, peut-être, non? Non, mais j'ai des... Pantano. Ouais, oui, le mec, ouais. Pourquoi Je pas. réserve mes affirmations les plus puissantes pour les prochains. Eh, mais très bien, très bien. JB, un dernier mot? Picsou. Non, alors là, non, mais... Je tiens à dire que le dernier mot n'est pas obligé d'être une blague non sensique, hein, vous savez. Mais ce n'est pas une vanne du tout. D'accord. Picsou, voilà, meilleur BD, la jeunesse du Picsou Don Rosa. Voilà, parce que les chasse-patates, c'est aussi des conseils BD. Très bien. Regardez Watchmen, enfin, lisez plutôt Watchmen également de Moore. C'est très très bon comme, c'est plus un comics qu'une BD, mais bref. Voilà, si on est dans le rayon des BD. Bon moi, mon dernier mot, c'est rester connecté. N'hésitez pas à nous suivre sur iTunes, sur YouTube. Dites tout ce que vous pensez en commentaire sur les forums de ce podcast. C'est un petit peu le gros bordel, mais bon, voilà, c'est fait à la one again, un petit peu en une seule prise. Il y a pas de montage, donc forcément, des fois, on dit un petit peu n'importe quoi, on dit des conneries, mais bon, c'est ce qui fait un petit peu le sel du podcast aussi, puisque voilà, on fait semblant. Hein. Ouais, le sucre aussi, oui. Surtout en cyclisme, on a plus besoin de sucre que de sel, mais bon. Mais voilà, je pense que c'est le moment de dire au revoir à tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Salut. Salut, bonne écoute.